bonjour à tous, hello chers vous tous comme on dit chez nous, l'équipe de MangaCast vous souhaite une excellente année 2019, de la santé, du bonheur et de merveilleuses découvertes en manga et en animation. Le sujet de ce MangaCast dossier numéro 61, l'animation japonaise existe-t-elle toujours ? Donc on démarre très fort cette année avec un petit sujet que à mon avis vous allez devoir vous sentir obligé de commenter. On est des malins, des putaclics, hein, c'est notre délire. Donc, pour vous faire un petit rappel, l'animation japonaise a fêté en 2017 ses 100 ans. Elle rayonne dans le monde depuis environ 19 ans. Elle fait frémir, pleurer et rire et s'émerveiller au-delà du public à qui elle a été en premier lieu destinée. Mais aujourd'hui, peut-on encore parler d'animation japonaise alors que dans les crédits et de fin est indiqué des noms de studios coréens, chinois, vietnamiens ou philippins. Les concepts sont toujours japonais, mais peut-on encore appeler cela de l'animation japonaise ? Pour ce sujet, nous recevons Nourdine Ouidad qui va se présenter déjà par ta localisation planétaire et ensuite ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Mais entre-temps, vont se présenter ou nous dire ce qu'ils pensent aujourd'hui. Nous avons Sodeto, comment vas-tu ? Bonjour, bonne année tout le monde. Je Ouais. suis très content de vous retrouver autour d'un mangaka, ça fait un petit peu longtemps. Bah, tu vois, elle est revenue. Thunder Geek, Ouais, problème sur le putaclic. J'avoue, Voilà. mon bah Dieu. lui ça va, 2019, ça a Heureusement bien que démarré, j'avais on pas est vu bien. le- Et donc, Nourdine, allons-y, Alonso, présente-toi. Bonjour tout le monde, bonne année aussi. Donc moi c'est Ouidad Nourdine, je travaille pour Emon Awaliners depuis les débuts, donc octobre 2015, qui est un studio japonais, chinois, mais je suis basé principalement à Tokyo. Avant de travailler en tant que producteur dans ce studio, j'ai travaillé en France dans la vente d'animés, de mangas aussi pendant quelques années, chez un éditeur qui n'existe plus malheureusement, ou heureusement, je sais pas. On peut le citer post. Non, D'accord. Et du coup, voilà, je suis parti m'installer au Japon et j'ai découvert ce poste dans ce studio qui venait d'être créé. Donc c'était la bonne opportunité, le bon timing. voilà, il est bien. Maintenant, il est installé. On va démarrer tout de suite avec nos questions parce que ça risque d'être très long pour tout le monde. Mais c'est pas que ça soit que long, ça sera aussi passionnant. Alors on démarre avec la question qui tue. Quelle est pour toi la définition d'un animé japonais ? Tu commences par la question difficile. direct. Toujours C'est comme la ça, après on est question bien, du boss de on fin. se pose. J'aime Donc, bien mettre à l'aise. qu'est-ce qu'un animé japonais ? Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment difficile de définir qu'est-ce qu'un animé. Un animé japonais surtout, et comme tu précisais, il y a des noms à la fin, c'est en chinois, c'est en coréen, on ne sait plus, il y a des staffs étrangers, c'est fait dans des studios à l'étranger, donc est-ce qu'on peut considérer ça comme un produit japonais ? Donc c'est une très bonne question. Moi je pense que la seule chose qui permet actuellement de dire si c'est un animé, il est japonais ou autre, c'est la manière de production. Est-ce qu'on le produit avec une méthode de production à la japonaise ou est-ce qu'on le produit à la manière américaine, européenne ? Même chinois, ça reste différent aussi. Donc c'est vraiment cette manière de production qui pourrait plus ou moins définir si un animé est japonais ou pas. D'accord, donc c'est quasiment le même principe quand on dit qu'on fait du manga, mais pas au Japon. Je pense que ça se rapproche beaucoup Ouais, de ça. c'est à peu près d'accord, Avec ça serait les l'idée. éditeurs, les tantos dans les mangas. Donc... Du moment que la structure même de création de production est japonaise, on pourra toujours dire que c'est japonais. Je pense que c'est ça. Donc actuellement, on se tourne vraiment sur. Même au Japon, on est dans une zone grise parce que avec les investissements actuels des différentes plateformes de diffusion, on ne sait plus trop si on peut considérer ça de l'animé japonais vraiment. Au Japon, ils se posent aussi la question. Donc on est dans vraiment des grey zones, des zones grises où ils ont aussi du mal à définir maintenant qu'est-ce que c'est que l'animé japonais. Est-ce vraiment un animé japonais ? Bah justement, la production des animés japonais est de plus en plus, on va dire, déplacée vers l'étranger. Mais est-ce que c'est un phénomène qui est récent ? Non, je pense que tout le monde le sait. Ça fait un bon moment que ça a toujours été délocalisé vers la Chine, la Corée, les Philippines, la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord, il y a eu une grosse période où c'était en Corée du Nord qu'on faisait quelques animations aussi. Pourquoi ? Dans un premier temps, pour du financier. Mais maintenant, ça change un peu. Il y a d'autres raisons que le financier ? Oui. Il y a un gros moment où c'était dû vraiment pour du financier, pour faire des économies. Mais maintenant, c'est vraiment parce que tous les studios
sont vraiment surchargés. Et donc, on arrive à des... On va dire que ça va être vraiment difficile d'aller travailler dans certains studios, parce qu'on saura que la qualité va être complètement bâclée. Vu que c'est surchargé, ils n'auront pas le temps de le faire, donc ça va être fait à la va-vite. Donc, on envoie plutôt en Chine ou en Corée. Donc, les Coréens ont l'expérience, on va dire, de travailler sur les productions japonaises depuis un petit moment. D'accord. À toi, c'est tout. Alors, du coup, tu disais Kaoliner, c'est à moitié japonais, à moitié chinois. Est-ce que tu sais ce qu'il en est du marché de l'animation en Chine ? Est-ce qu'ils produisent aussi beaucoup d'animations pour eux-mêmes, autant qu'au Japon ? Ou est-ce que tu sais à peu près ce qu'il en est ? Oui, Howliners, quand je disais c'est chinois, japonais, c'est coréen, en fait, les studios de base, la maison mère est chinoise. Donc ça a été monté à Shanghai. On a plusieurs studios, on a 6-7 studios en Chine. On a des studios en Corée aussi, donc Emon Korea, on a Emon Tokyo, donc moi je fais partie de Emon Tokyo. On a aussi des studios en Taïwan, un peu partout. En Chine, concrètement, à l'époque, on va dire qu'il y a eu une grosse disette au niveau de l'animation. Une grosse période où ils ne pouvaient plus produire chez eux, il n'y avait plus grand-chose. Et donc, il y a eu un renouveau qui s'est créé dans les années 2010, 11, 12. Donc c'est très récent. Très récent. Et donc, Howliner était un plus ou moins instigateur de ça. Donc, notre directeur, il a commencé à faire des animes pour le web. Donc, avec le développement du web, il y a eu beaucoup d'animes qui sont créés. Donc, lui, il a commencé à créer des animes, il a recruté d'autres personnes. Au fur et à mesure, ça a créé un réseau d'animateurs, de studios. Et ils se sont dit, pourquoi pas développer nos propres IP, nos propres licences. Et en même temps, des grosses boîtes comme Tencent, iQIYI et autres ont décidé de produire des animés de leur licence. Et ça a créé un énorme boom là-bas. Ce qui a fait que maintenant, ils ont énormément de produits pour eux, pour leur marché, développés pour les Chinois, on va dire principalement, parce que c'est des œuvres chinoises à la base. Donc petit à petit, ça se développe. Et là, actuellement, on est vraiment ils ont créé une nouvelle ère de l'animation là-bas, quoi. Et du coup, ils regardent aussi des animés japonais. Il y a une consommation là-bas. Ah oui, ouais, vraiment, ils sont très très fans. Très très fans du Japon à la base. C'est ça qui est bien, c'est que ce qu'on retrouve en Chine actuellement, c'est la passion. À la base, eux, ils sont passionnés d'animés japonais. Et donc, quand on leur parle de Slam Dunk, de Saint Seiya, ou de Dragon Ball Z, de toutes ces œuvres-là, Gundam, eux, ils deviennent fous. Ils adorent vraiment. Donc, ils ont grandi avec ça, un peu comme nous en France, je pense. Et du coup, c'est toutes ces œuvres-là qui les inspirent à créer leur propre série. Moi, tu parlais tout à l'heure de la Corée qui était un peu... qui avait déjà pas mal roulé sa bosse dans l'animation japonaise, mais moi je pense surtout à Dr. Movie, qui est un studio japonais qui fête ses 30 ans. Oui, coréen, qui fête ses 30 ans cette année et qui bosse énormément avec les studios d'animation. Ils ont bossé sur Cowboy Bebop, avec Lagoon, Naruto. Ils ont même aidé sur Princesse Mononoke. Alors, Ghibli avait résisté pendant longtemps et a dû commencer à faire appel à de la sous-traitance avec eux. Du coup, on peut dire que l'animation japonaise, si on parle par là, elle est biaisée depuis au moins 30 ans. Parce que l'animation japonaise, ça n'existe plus depuis 30 ans, puisqu'elle est plus produite automatiquement. C'est ça. Donc, il y a un truc que les gens ne font plus, j'ai l'impression, c'est que, en fait, on a les informations de tous les animés dans un ending. Tu regardes un ending, il te dit qui a fait quoi, où est-ce que ça s'est fait, où est-ce que l'animation est faite, par qui. Donc c'est vrai, à l'époque on disait DR Movie, Dr. Movie, les gens s'en souviennent bien parce que ça faisait vraiment marrant comme nom. Donc, tu vois. Parce que c'était dans tous les génériques aussi. Ouais, je me souviens, c'était les films de Naruto. Tu regardais les films, moi je me souviens, j'étais ado et il est marqué Dr. Movie. Je me c'est quoi ça? C'était le seul truc qui était marqué, on va dire, en romagie, en alphabet romain. Donc, à chaque fois, ça saute aux yeux. C'est qui ce docteur? Et tu voyais bien que c'était des Songdae Young, comme ça. Je voyais que c'était vraiment des noms très coréens. Tu fais, ah bon, c'est peut-être pas des japonais. C'est ça, donc ce qui a changé vraiment, c'est que dans le cas de DR Movie, c'est un studio qui a toujours travaillé en fait du shitaoke, donc qui a fait de la sous-traitance pour les Japonais. Donc il faisait des parties pour les Japonais, des cuts, des scènes, la preuve c'est que ils ont rarement produit leur animé. Donc il y a travailler à l'étranger, être capable de faire des petites scènes pour des studios, et il y a être capable de faire son propre projet. Et le problème de DR Movie, c'est que les choses qu'ils ont produit eux-mêmes,
ben, ça n'a pas marché ou bien ça a vraiment, vraiment pas existé. On peut aller sur leur site, je crois qu'ils ont 1 ou 2 projets à eux, sinon il n'y a pas. Et ce qui change avec l'animation chinoise actuelle, c'est que avant ils aidaient sur des productions japonaises et maintenant ils sont capables de produire leur propre série, leur propre licence, et c'est là que le changement, en fait, c'est vraiment un rapport de force qui se fait, qui change vraiment le marché. Ouais, tu parles de ça, mais même tu as les majors américaines comme Crunchyroll, Netflix qui sont rentrés dans la partie. Alors Crunchyroll, ça fait déjà quelques années maintenant qu'ils ont mis des billes dans le système. Netflix, ça fait 1 an qu'ils ont annoncé leur gros partenariat, on va dire, avec les différents studios. En tout cas, qu'ils ont investi de l'argent dedans. Est-ce que ça peut pas dire que l'animation japonaise a redistribué une nouvelle fois ses cartes ? En effet, maintenant, je dirais ça serait un peu bête, mais l'animation japonaise est obligée de se tourner vers l'étranger. Jusqu'à présent, les animés, la manière dont on conçoit un animé, c'était par les Japonais, pour les Japonais, et avec l'argent des Japonais. Donc, c'était vraiment là-dessus que ça se faisait. Donc, maintenant, la manière de produire change parce que les investisseurs de l'époque, par exemple les éditeurs de DVD, les goods, ceux qui faisaient des CD, se faisaient de l'argent, donc ils pouvaient investir plus ou moins des grosses sommes. Le DVD, comme tout le monde le sait, ça se vend de moins en moins. Donc, évidemment, l'investissement aussi va baisser. Et des investisseurs comme Netflix, Crunchyroll, Funimation, et beaucoup des compagnies chinoises, c'est vraiment, vraiment du pain béni, quoi. Et ça aide et ça rebooste complètement le dynamisme de l'animation au Japon. Donc on se dit, voilà, les 30% que cette compagnie nous donnait avant pour faire du DVD, on va l'avoir par qui maintenant ? Netflix est là. Netflix va peut-être investir 100% pour un projet. Qui sait ? Donc ça donne toujours, on va dire, du travail. Et ça permet aussi de financer des projets qui étaient dans des tiroirs que personne ne voulait financer avant. Après, thématiquement, ça redistribue un peu tes cartes aussi. Parce que si tu produis pour un autre public, tu dois changer ta méthode de construction. Je pense par exemple, dans le dernier MangaCast, il y a une petite interview de toi justement à propos de Broly. Et tu dis une phrase qui m'a quand même marqué, c'est il y a énormément de combats. Et tu penses que ça a été fait parce qu'ils visent le public occidental et surtout américain. Et on voit que les 2 derniers films précédents qui étaient Battle of God et la Résurrection de Freezer. Alors Résurrection de Freezer, je l'ai pas vu, mais Battle of God, je me souviens qu'il y avait très peu de combats, qu'il y avait beaucoup d'humour et que justement beaucoup de fans français, ils avaient un peu gueulé en mode putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors moi j'ai bien aimé parce que je suis plus Dragon Ball fan que Dragon Ball Z, et je sais que plein de gens avaient reproché le fait qu'il n'y avait pas assez de baston. Et donc tu vois vraiment qu'il y a 2 mentalités dans ce que j'entends. Donc est-ce que c'est forcément c'est ni bien ni mal, mais ça redistribue les cartes, ça recrée l'animation, mais plus forcément la même à laquelle on était habitué. En fait, c'est plus le même pain. Si on devait parler en termes de cuisine, t'aimais manger ton pain blanc, et là on te propose un pain de seigle, tu vois. Donc il faut aussi maintenant peut-être voir est-ce que t'as envie de ça complètement. Faut voir, ça dépend du marché, ça dépend des gens. Comme on dit, il y a des animés pour tous. Donc pour tous les types de fans. Donc Netflix apporte sa touche. Et ça porte des chars dans les Chevaliers du Zodiac. Voilà. Je savais que tu dirais ça. Ouais, je m'en fiche, ça me fait rire. Seulement, moi, je sais que c'est pas ça qui me choquera le plus, mais de toute façon, on regardera, on se fera notre avis plus tard. Forcément. Mais comme je disais tout à l'heure, les Japonais faisaient des animés pour eux. Leur marché n'est plus suffisant. Donc maintenant, on va produire en pensant merchandising et comment on va rentabiliser notre animé. Donc c'est plus une question de marketing. Donc on va faire un produit vraiment marketing. On va dire qu'est-ce qui est populaire. Tiens, c'est les animés pour filles. Il faudrait que ça chante. Donc on va faire un groupe d'idoles qui va chanter. Ou bien pour gars, donc Idol Master, Love Live. C'est ce que tu disais dans Dragon Ball Broly. De toute façon, tu disais qu'ils n'ont pas forcément créé de nouveaux méchants, mais ils ont regardé en termes de marketing, Broly est un personnage qui marche. On va essayer de remettre en avant Broly. Exactement. Passons faire un animé. C'est comme faire quelque chose. Le but, c'est que ça soit rentable au niveau financier. Oui. Donc, faire quelque chose d'original, c'est un risque que très peu de compagnies veulent prendre actuellement. Donc, tu es obligé de regarder le marché, de faire par rapport au marché. Et donc, maintenant, de faire un produit aussi. Dans le cas de Netflix, quand ils vont produire pour Netflix, vraiment, on est plus du côté, Netflix veut quelque chose comme ça, on va faire quelque chose comme ils veulent.
pas vraiment regarder ce que les fans veulent, mais plus qu'est-ce que veut Netflix, on va faire comme ça. Je sais que Netflix, la question avait été posée aux intervenants à la Villette de Trigger qui disaient, en tout cas sur Little Witch Academia, on nous a vraiment laissé tranquille de A à Z, le projet leur a plu et on était libre. Maintenant, est-ce que ça va être le cas pour toujours? On ne peut pas prévoir, peut-être qu'à des fois ils vont influencer sur le contenu progressivement. Il me semble que c'est pareil pour Crybaby. USA a pas spécialement, a dit que Netflix lui a laissé à peu près carte blanche pour faire ce qu'il voulait en termes de création. C'est ça. Généralement, les investisseurs étrangers, que ce soit le cas de Crunchyroll, Funimation, Netflix aussi, ils laissent vraiment le côté débrouillez-vous, faites un truc. Nous, on veut ça. Et faites comme vous le sentez. Généralement, ils sont vraiment pas chiants là-dessus. Ils donnent un cahier des charges de base, genre on aimerait tel perso ou telle situation de truc. Pas forcément. Pas forcément, parce que généralement, on va présenter notre pitch à Netflix. Et Netflix, c'est intéressant, c'est peut-être bien ça. D'accord. Donc, ouais, on veut bien produire avec vous ça, on veut bien financer ça. Donc, ils sont plus là en tant que financement que autre chose. Ils parrainent un peu un projet quelque part. Hein. C'est ça, donc c'est pour ça que c'est bien en soi. Ça laisse une possibilité pour certains studios qui avaient des projets dans les tiroirs de faire quelque chose. Et Crunchyroll, du coup, je sais que les animés d'AO Liner sont beaucoup dispo sur Crunchyroll. Est-ce que du coup, ils ont mis des billes sur certains projets directement? Sur certains projets, oui. C'est le cas, par exemple, de Sentor no Nayami. Ou bien Reflection, par exemple, où c'était des produits qu'ils avaient envie d'investir dedans. Et Pour Centaur, c'était une adaptation, donc du coup, on aimerait bien que vous adaptiez cette série-là. C'était plus, on avait ce manga-là qu'on voulait produire en animé. C'est pas évident, mais du coup, il était intéressant et eux nous ont dit nous, on est aussi intéressés pour investir dans l'animation. D'accord. Et avant, comme tout le monde le sait, c'était pas évident pour une boîte étrangère d'investir dans l'animé, de faire partie du comité de production. C'était dur d'y rentrer en tant qu'étranger. Et ça s'est un peu débridé. Et donc, ils ont investi plus facilement. Qu'est-ce qui... Non, rien. Non, rien, c'est débridé, forcément. Ce sujet. Oh non aussi, on peut pas rester sérieux tout le temps, voyons. C'est. Bravo. Quelle portion d'anime aujourd'hui n'est produite qu'au Japon? Est-ce que ça existe encore, en fait? Ou est-ce que tous les animés sont un peu United Color aujourd'hui Ouais, moi je pense que c'est ça, c'est plus Benetton de l'animation. J'allais exactement dire ça. Est-ce que on a que des animés Benetton de nos jours? De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça et c'est la seule manière de faire un produit actuellement. Il y a déjà combien de studios produisent en interne? Il y en a c'est ça. Quasiment pas. Quasiment pas. Très très peu. On parle à chaque fois du cas de Kyoto Animation, de Ghibli ou autre, mais on voit que derrière, c'est souvent aidé par d'autres studios. Il y a toujours un coup de main quelque part. Ghibli, ils ont tenu longtemps quand même. Après, si tu dis Princesse Mononoke, c'est pas non plus dernier Ghibli, quoi. Non, mais ils ont tenu longtemps sur la durée. C'est-à-dire quand tu regardes la création du studio, et à partir du moment où ils ont eu besoin de passer à de la main-d'œuvre et à de la sous-traitance, il y a eu quand même beaucoup d'années. Enfin, il y a eu quasiment 20 ans. C'est énorme, je trouve personnellement. Mais... Aujourd'hui, Kyoto Animation, alors c'est le studio qui confirme... c'est l'exception qui confirme la règle. Moi, plus ou moins, je suis pas sûr à 100% aussi là-dessus. Après, est-ce que c'est... S'il y a des étrangers qui travaillent dans ces studios, oui, donc, et qu'est-ce qu'on considère maintenant? Ça aurait été plus dans l'optique d'une boîte de sous-traitance, comme on parlait tout à l'heure de Dr. Movie. Après, au final, il y a des studios japonais qui sont spécialisés dans le fait de sous-traiter, de prendre que des petites tâches ou ce genre de choses, non? Oui. Voilà, donc en fait, on se dit souvent, oh là là, ça a été sous-traité en Chine, mais en fait, des fois, c'est sous-titré tout simplement au Japon. Ça se relativise, en fait, cette notion de sous-traitance. C'est complètement relatif, en effet. Et il y a aussi le fait que maintenant, il y a énormément d'animateurs étrangers qui travaillent au Japon, dans les studios japonais. Donc, vous verrez des noms étrangers dans le staff, mais ces personnes-là, elles ne sont pas à l'étranger. Elles sont parfois directement au Japon. Elles sont installées sur place. Et une des modes actuelles, c'est faire appel à des animateurs, des web animateurs, donc qui sont à l'étranger, qui sont en France, en Malaisie, en Indonésie, aux États-Unis, Canada. Et on fait appel à leur savoir-faire ou bien à leur technique pour travailler sur des projets. Et ces étrangers, du coup, ils ont un avenir dans l'animation. Enfin, du coup, toi, par exemple, t'es producteur, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est quand même un poste assez élevé. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
ils sont ouverts à des étrangers, à des postes clés sur leurs travaux? Je pense que ça dépendra toujours du studio. D'accord, il y en a des plus fermés que Il y a d'autres. des studios où je pense c'est un vrai combat pour s'élever à certains statuts dans la boîte. Mais il faut déjà, dans un premier temps, parler japonais. Ça, je le répète encore, il y a des possibilités au Japon, mais il faut quand même parler japonais et vraiment comprendre les termes et avoir de l'expérience, ça aide toujours. Moi je voulais juste dire, oui. je rappelle que Cédéto part au Japon d'ici 1 an, donc s'il y a des studios japonais qui écoutent, n'hésitez Je pas. n'ai aucune compétence en animation, donc il faut que Pourquoi je tu la balances? J'y Oh, travaille. moi je balance tout ce que je peux. D'accord. Prom sur le putaclic, j'ai dit moi. Les soucis et les réputations des plus gros studios comme Ghibli ou Gainax n'ont-ils pas fait fuir les éventuels successeurs? Les successeurs, tu parles des animateurs? Non, plutôt des studios qui auraient pu grossir et qui au final se disent oulala, on va pas trop investir vu comment ça s'est fini. Je pense que là aussi, ça fait pas fuir parce que chaque studio grossit à sa manière. Petit à petit, on voit le cas de Comics Wave qui a commencé à se développer de plus en plus. Comics Wave Films, donc Oui. le studio qui produit les films de Makoto Shinkai, par exemple, qui a démarré petit mais qui s'est développé de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne le studio actuel référence, un des studios références. Donc, les studios se regardent tous, s'admirent et Se dénigre. aussi parfois, mais ça c'est leur normal. sert d'expérience. Donc, je pense pas. Tout le monde veut devenir assez gros. Oui. Parce qu'il y a quand même, c'est important de représenter l'image de l'animation aussi et d'inspirer la confiance pour que derrière on nous propose des projets. Donc avoir des projets, c'est être actif. Être actif, c'est être aussi attractif auprès de la nouvelle génération d'animateurs. Et ensuite, pour grossir au niveau international, donc c'est très important. Et on voit que par exemple, le studio IG a très bien compris cette démarche. Et actuellement, le studio Trigger est complètement dans cette démarche. Yondoshi, donc 4 degrés C, aussi a compris cette importance de se populariser, d'attirer des animateurs étrangers, d'être attractif pour les étrangers. Donc je ne pense pas que les échecs ou bien les réputations de studios freinent aussi les gens et les studios aussi. De toute façon, la popularité d'un studio, c'est changeant. Hein. C'est-à-dire que les studios essaient souvent de faire croire qu'ils sont la marque. Mais moi, personnellement, je pense qu'on regarde le cas de Gainax. Une fois qu'on a enlevé les quelques peut-être pensantes créatrices, le studio a baissé d'un coup en popularité auprès des fans et même en termes de qualité technique. Hein. Et on voit un des héritiers qui est Trigger, dont tu parlais. Étonnamment, quand l'un baisse, l'autre monte. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Je pense qu'il y a quand même une question que si tu as des bons créateurs, si tu as des bonnes têtes pensantes, tu auras toujours un studio assez fort, en fait, peu importe ce que tu crées en soi. C'est si sûr. Vraiment la volonté de faire de la création. C'est ça. Après, voilà, chaque studio a sa marque, a son style. Oui, forcément. Donc, il y a des gens, ils vont vouloir juste rentrer chez Gainax parce que le nom est bien et ça fait toujours plaisir de travailler pour un studio qui a fait Evangelion et des choses Ouais, comme mais ça. si les mecs qui ont fait Evangelion ne sont plus là, tu vois... Oui, mais bon, c'est toujours bien sur le CV, on va dire. Bien sûr, Faut penser à ça. Ah, tu Mais, prends un ticket de métro, tu vas chez Gainax. J'ai été chez Gainax et puis tu ressors. Puis voilà. Ça fait Et bien après, ça. il y a surtout aussi le fait de se dire, certes, ces personnes ne sont peut-être plus là, mais qu'est-ce que moi je peux apporter pour redonner une image à ce studio? Ah oui, Laura. quand tu arrives dans le studio, Donc, si tu arrives en tant que créateur dans le studio, c'est que tu as déjà beaucoup de bouteilles. Hein. C'est vrai. Mais après, des fois, c'est peut-être les moments où que les studios vont donner la chance à des nouvelles personnes. J'espère. Ah, donc, ça veut dire qu'ils auraient appris à devenir humbles et peut-être potentiellement Oui, voilà. faire rentrer des gens qui Non, mais n'ont pas t'as tant mis- d'expérience que les autres. T'as mis le bon mot, c'est humble, effectivement. Ouais. Tu parles du tapis, là, c'est quoi Non, mais on sait jamais. Je pense que voilà, le fait de perdre certains éléments importants de certains studios fait que peut-être on va tirer On se remet en une question. leçon, on va se remettre en question et pour se remettre en question, il faut parfois accepter le changement. Ouh la vache.
À méditer. Ouais. C'est sur On des va leur beaux- envoyer ce sont un des mail. beaux contes que tu nous dis là. Ah, c'est Oh ça, là. faut faire rêver. Hein. Ah oui, Disney oui. nous font rêver, donc faut faire rêver Ouais, avec tu le nous fais Japon. rêver. Et le Japon, doit-il encore évoluer pour durer dans le temps ou il a assuré son succès fort de son industrie du manga et de sa longueur d'avance? Oula. Ah ouais. Hein. Ah, Ah là, ouais, hein. là, j'aime bien cette question parce que moi j'étais assez pessimiste là-dessus, comme beaucoup Ah oui, de je personnes. m'en rappelle, Je donnais pas longtemps au marché japonais. Oui. Et je le donne encore. J'ai encore peur du virage que prend l'animation japonaise actuellement. Comme on disait, c'est une animation qui est tournée vers le marketing uniquement. Donc on produit beaucoup de séries, des séries courtes, 12 épisodes. Ça change beaucoup, la qualité aussi baisse parfois, souvent. Et derrière, on a de moins en moins de fans. Et produire énormément de séries et qu'il n'y en a qu'une ou deux qui marchent, on remet en cause beaucoup de choses. À l'époque, il y avait une certaine créativité. Bon, bien sûr, il y avait toujours le côté marché, c'est un marché, donc il faut vendre. Il faut vendre des produire. produits. Hein. C'est sûr, mais on donnait la chance à la créativité. Et donc aujourd'hui, je vois très peu de choses créatives. L'originalité, elle est où? Non, il n'y en a pas. On a dit c'est trop risqué. Ce qui est original est risqué, donc on prend pas de risque. On est au Japon. Après, c'est pas que le Japon, hein, ça, j'ai envie de te dire. Tu regardes Hollywood, ça fait maintenant 25 ans qu'ils font des remakes, des reboots à gogo, Enfin, les trois quarts des films qui sortent, vraiment hollywoodiens, la moitié, c'est des adaptations, des suites, des reboots, ou c'est une manne, quoi. Ou alors c'est la série Marvel ou DC du moment, enfin... Tu vois, moi, l'un des films que j'attends le plus, là, c'est Battle Angel Alita, c'est l'adaptation de Gun. Tu vois, en soi, il n'y a pas de création en soi, vu que ils ont dit, je prends les droits de ce manga et j'en fais un film. Il y a très peu de films originaux, et quand il y a un film original, les gens ne vont pas le voir parce que justement, maintenant, ils ont été endoctrinés à se dire, oh là là, je sais pas ce que c'est que ce truc, je veux pas le voir parce que la culture coûte de plus en plus cher. On en parlait le mois dernier, mais acheter un manga quand t'as 14 ans, tu peux pas acheter tout ce qui sort, quoi, et donc tu te tournes vers quoi? Vers tout ce que tes copains lisent, donc Naruto, One Piece, ou est-ce que tu vas aller chercher un nouveau titre comme Promised Neverland ou je sais pas, un petit truc We Never Learn que moi j'ai bien aimé perso. C'est une petite série qui est pas du tout populaire, c'est bien. Voilà, justement, J'aurais dit, je sais pas, We Never Père et Learn. Fils. Oui. Père et fils, ouais, c'est pas un shonen. Je pensais à un gamin de 14 ans qui veut Donc lire c'est du pas shonen. le truc le plus obscur. Ouais, voilà. Non, We Never Learn, c'est pas un succès. Ok, Promise Neverland, je me suis fourvoyé. Excusez-moi. Tu as un truc obscur, prends Sami Daré. Là, t'as vraiment. Mais un c'est niveau- plus Mais c'est publié. plus. Là, c'est vraiment dur de le trouver. Après, moi, je pense que c'est pas dérangeant en soi de prendre un manga et de l'adapter en animé. Ah non, Certes, bien sûr. Peut y avoir c'est pas le super souci, ça a travail toujours fait. été Tu le parlais de la process. créativité, mais dans toutes les mannes de la culture populaire, elle est un peu tarie, la créativité, si tu pars par là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Japon qui a décidé de laisser moins sa chance à des nouveaux produits. Oui, mais là où ça devient un peu pervers, c'est que au Japon, cette créativité, l'originalité, ça va être un produit original. On va faire un truc qui n'existait pas en manga, qui n'existait pas en jeu, mais on va le faire basé sur un marché. Ouais, il est codifié, Donc, il est voilà. codifié à fond. Parce que la mode actuelle, c'est ça, donc on va faire ça comme ça, on va faire une histoire par rapport à ça. Donc c'est une originalité, mais qui suit un marché. Moi, quand je parle d'originalité, je dis toujours, c'est ce que je dis aux animateurs japonais, et d'ailleurs ils sont souvent d'accord là-dessus, c'est que c'est l'originalité qui sauvera le Japon. Mais l'originalité dans le sens où un réalisateur, un animateur, il veut faire une série. Il y a une série qui lui tient à cœur, une histoire qui lui tient à cœur et qui anime ça. Il dit, on va faire ce projet, c'est ça que je veux faire. Mais t'en as encore de temps en temps au Et Japon. il y en a quasiment pas. De temps en temps. T'en as des Quasiment pas, il te l'a Des dit. projets Voilà, originaux. de- encore. On va dire non, mais on sur, pensait à Masaki Yuasa que Sedeto elle adore. Quand il fait quelque chose ou alors je pense Pour le c'est vrai que coup- ça part plus dans les films d'animation, donc je t'accorde qu'en termes de séries effectivement il y en a de moins en moins. Un mec qui tient le projet à fond. Sur les séries, c'est clairement relativement. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Ou alors, effectivement, c'est basé sur l'idée d'un commerce de figurines, Moi, de musique, ce genre à de titre choses. personnel, au Somatsu-san, il y avait un réa derrière et un Oui. scénariste qui était vraiment à fond, qui avait une idée derrière un peu de casser, de montrer une espèce de face un peu obscure du Japon sous un couvert un peu comique. Je trouve qu'il y avait une vraie volonté forte. Mais du coup, c'est une adaptation en quelque sorte. Ça reste, Ouais, c'est c'est une une adaptation, adaptation. mais originale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça passait sur un truc que tout le monde connaît. En fait, c'est comme si quelqu'un en France faisait une nouvelle série d'Astérix. En fait, t'as pas besoin de présenter l'univers parce que tout le monde connaît les personnages. Seulement, il ferait Astérix qui est, Oui, je sais pas, c'est une bonne alcoolique, base. tu vois. Enfin, il déformerait tous les propos
Parce qu'Osamatsu-kun, tout le monde connaît. C'est comme les Peanuts, tu vois. C'est comme si tu reprenais Snoopy, mais ils ont 40 ans, les personnages. Et ils sont au chômage. Mais honnêtement, oui, c'était ça qui était intéressant. En fait, c'était de montrer entre le manga qui est sorti dans l'époque du baby-boom japonais, de l'essor économique, et voilà, de le moderniser. Ouais, et de jouer. Tu vois, le côté... C'était bien, moi j'avais trouvé ça intéressant de remettre Osamatsu-san au goût du jour. Mais eux, ils ont complètement... Là où ils ont été forts, c'est... On va mettre les doubleurs tendance. Les doubleurs avec énormément une fanbase très connue, très populaire. Et donc, ça a participé énormément au succès d'Osamatsu-san. Un peu moins chez nous, parce que je pense qu'on n'est pas trop tourné vers le doubleur, les trucs comme ça. Les seiyuu, non, pas trop. Les seiyuu, c'est pas trop... Il y a une niche. Il y a une niche. On existe. Et donc, au Japon, ils suivent énormément. Donc, le fait que les gens suivent ça, ça a aussi aidé la popularité de Osamatsu. Est-ce que c'est grave? C'est-à-dire qu'économiquement, ils ont trouvé le moyen de s'en sortir avec ce concept d'avoir 6 des meilleurs seiyuu. Parce que concrètement, ce que tu dis, les six frères, c'était les 6 méga doubleurs. À partir du moment où ils ont réussi à faire le message qu'ils voulaient, que les seiyuu, ils sont d'accord. En fait, une fois que l'œuvre elle est sortie, elle appartient plus vraiment à ses créateurs. Donc si les gens, ils ont envie de retenir que les doubleurs et de baver dessus, moi je trouve ça un peu triste, mais tant mieux. Mais pour tant de personnes qui ont kiffé le délire d'avoir leur doubleur préféré faire telle voix, tu auras un pourcentage qui aura peut-être vu le message ou en tout cas aura vu quelque chose. Parce que tu peux cacher sous une couche un peu mercantile quelque chose de plus intéressant aussi des fois. Je pense que c'est comme ça que l'animation japonaise tire encore bien son épingle du jeu aujourd'hui malgré tout. Tu regardes même dans le cas du jeu vidéo, tu regardes les Nintendo quand ils font un Zelda Breath of the Wild, c'est Zelda, c'est une putain. D'ailleurs, de j'ai une question bien pour toi. Tu vas aimer. Vas-y, je me prépare. Est-ce qu'on peut espérer des productions qui auront tellement marqué leur époque que l'on fêtera leur anniversaire dans 30 ou 40 ans, là maintenant, là, ou bien tout ce qui est produit est fait juste pour être consommé, puis oublié, passer directement à la production suivante? Bonne question. Tu vois, j'ai pas balancé de titre de 30-40 ans à nous, enfin entre guillemets, mais là maintenant, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans 30-40 ans, on s'en souviendra, où tout ce qui sort maintenant est un produit de consommation regardable et jetable juste derrière, et next Je pense qu'on se souviendra beaucoup des certains animés qui ont marqué les moments qui ont créé un petit tournant dans l'animation actuelle. Donc je pense il y a des œuvres comme en animé comme Sword Art Online qui ont quand même marqué quelque chose, qui ont l'animation, le jeu vidéo, l'animé qui s'entrecroisent, la réalité virtuelle, toutes les choses là. D'autres assez fortes comme l'Attaque des Titans. Ça, je pense qu'on s'en souviendra. Après, il y a tellement de petites œuvres comme ça que c'est difficile. Même les grosses séries qui marchent actuellement, je pense que d'ici 30-40 ans, on s'en souviendra pas. Il y a peut-être même des séries qui n'ont pas marché, et que dans 30-40 ans, il y aura peut-être... ça marchera. Oui, le truc à l'envers, genre on le redécouvrira. Enfin, wow, c'était mortel à l'époque. C'était mortel, les séries de Emon. Ouais, voilà, ouais. Non, mais c'est pour ça que je dis souvent aux animateurs, quand je ramène certains animateurs dans des events ou autres en tant que guest, ils me disent mais cette série-là, elle n'est pas connue. Pourtant, je fais mais tu sais, en fait, tu peux pas savoir ça. Tu vois, il y a des gens, ils ont apprécié ta série-là. Toi, tu penses que c'est pas connu, mais eux, ils ont peut-être apprécié cette série-là, donc ça a un impact sur une personne. Donc il y a toujours des gens qui diront qu'ils n'aiment pas, mais il y a des gens aussi qui diront qu'ils aiment, et il y a des gens qui diront rien. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours un fan de quelque chose quelque part. Donc peut-être ça ressortira d'ici 30-40 ans. Voilà. Mais on est... Quel type de série, je sais pas. Mais on est vraiment dans la production regardée, vite consommée et vite oubliée ou... Dans les faits, oui. Les faits, oui. On produit beaucoup d'animes, c'est à la chaîne. Et tout à l'heure, je reviens sur ce qu'on disait. Comme on produit à la chaîne, qu'on produit des choses assez courtes, il y a souvent un débat sur l'animation qui est il n'y a pas assez d'animateurs dans le milieu. En fait, c'est un faux débat. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup d'animés à produire, il y a juste plus cette transmission de savoir, la transmission de la technique, parce que les gens sont sur des prods de 12 épisodes qui vont durer 6 mois, 1 an grand maximum, et c'est beaucoup des freelances, donc ils sont là rapidement, donc le directeur ou bien l'animateur n'a plus le temps d'enseigner, de corriger les gens, de leur dire voilà, tu vois, la prochaine fois, il faudra faire comme ça pour que ça s'améliore. Et c'est ça le vrai souci de l'animation. Avant, quand on disait il y avait 200 épisodes, 50 épisodes, déjà 50 épisodes, c'est presque plus de 2 ans ensemble.
Donc 2 ans, on prend l'habitude de comprendre, à lire un scénario, de storyboard, on prend les habitudes de ce réalisateur. Maintenant, ça se fait plus. Ok. Donc il est là le souci. Et ça change la donne en même temps. Il y a aussi une contradiction, chiffre d'affaires en hausse, mais bénéfices en baisse pour IG Port, qui est la maison mère des studios d'animation de production IG, Wit Studio, Xebec et Signal M. Ainsi que en fait, qui est aussi l'éditeur de beaucoup d'autres choses. Quand tu as ce genre de résultats, enfin d'annonces, ça installe pas une espèce de malaise dans le milieu de l'animation japonaise? Oui et non, en fait, c'est rare que les gens donnent des chiffres. Est-ce que c'est les vrais chiffres à chaque fois? Je suis pas sûr déjà. Ah là, c'est les chiffres Qui sont annoncés, qui ont été annoncés par la holding. Parce Donc- que c'est IG Port qui l'a fait en déclinant bien chaque entité entre ses hausses et ses baisses. Bah déjà, Xebec, là, actuellement, ça a été repris par Sunrise. Donc, c'est la dernière nouvelle Voilà, donc déjà, ça règle le problème. Donc, après, je pense que voilà, tant que c'est rentable pour eux, voilà, l'image de Production IG du groupe IG Port est encore assez bonne à l'étranger. Donc, on voit par exemple les productions Netflix principalement, elles sont partenaires. Il y a un gros partenariat avec IG, Bones et d'autres studios. Mais IG sait comment faire pour produire. Ils ont une bonne équipe de production et ils sont capables de faire beaucoup de choses. Je me fais pas de soucis pour ces studios-là. Moi, concrètement, c'est pas ces studios-là qui m'inquiètent. Non, mais justement, eux, enfin, quand on est un autre studio et qu'on voit ce genre de résultats, on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça sent pas bon pour nous ou Ça dépend. Ouais, Vraiment, ou ça va être c'est- génial, s'il se casse la gueule, on va pouvoir reprendre le truc. Non, on n'est pas. Moi, je pars dans le cas d'Owliner, on n'est pas dans la démarche où que tiens, ce studio-là marche, nous on est en galère, ou bien tiens, j'espère qu'il marche pas, comme ça nous on récupère leur truc. Je pense pas, j'espère pas qu'il y a des studios qui pensent comme ça, c'est obligé. Mais je pense vraiment pas que c'est des démarches, parce qu'au final, comme on disait, on travaille pas sur les mêmes projets, mais au final, les gens travaillent tous ensemble dans l'animation. Donc, on peut très bien aider IG sur un projet, comme eux nous aider sur un de nos projets. Donc, c'est comme ça que ça se fait au Japon, quoi. Oui, en fait, on travaille tous ensemble au On final. travaille plus ou moins tous ensemble. Donc, qu'un studio, on va dire, fasse banqueroute, c'est toujours une perte pour l'industrie en général. Donc, le but, c'est que les gens continuent à travailler tous ensemble. C'est toujours pratique quand on est en galère d'aller voir tel studio, de dire on est en galère, vous pouvez nous aider à faire ça, et qu'ils nous disent oui, c'est possible, parce qu'on existe. Et un studio qui n'existe plus, c'est cette option qui disparaît avec elle. Tout finit pour gagner. Spirit Voilà. Shonen. C'est le Japon. L'esprit shonen. C'est trop bien. Alors, du coup, c'est pas moi qui ai posé cette question, on me l'a attribué. Ah ouais. Je précise juste parce que ça va faire encore très... L'instant question pas facile à Facile. poser. Non, pas Non, du tout. parce Parce que- que alors, dès le thème, en fait, je sens qu'il y a eu quelqu'un qui l'a mis Keikoten. exprès. Voilà. Le public français ne connaît presque que le studio de Ghibli. Et est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière à ça? Et est-ce que tu penses qu'on peut faire émerger aux yeux du grand public un autre studio sans un nom tel que Miyazaki, par exemple? Waouh. Ouais. Ghibli, pourquoi dans populaire? Parce qu'ils ont fait des grosses œuvres. Normal. Ils sont populaires, ils sont, on va dire, diffusés facilement. Leur œuvre marque. Donc, c'est normal que ça marque les gens aussi. Est-ce qu'on pourra rendre un autre studio populaire? Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, le cas de Trigger ou d'autres studios, ils ont compris qu'il fallait se rendre populaire. Après, on parle de grand public. On parle même pas Pour le grand- on parle même pas forcément du public, du grand public manga du type les 200 000 personnes qui vont à Japan Expo. On parle de le papa, la maman qui emmènent voir les enfants. Non, mais après, j'imagine que ces 200 000 personnes qui commencent à retenir des noms, c'est un début avant d'aller vers une plus grande popularisation. Ghibli, c'est un peu C'est- comme Goldorak il y a ils ont 30 ans. une Tu vois, belle tout le monde- longueur tout le monde- d'avance, tout le monde disons. voyait de quoi on parlait. Tu vois, même les gens qui regardaient pas Goldorak, qui parlaient de Goldorak, c'est ce que c'était. Leurs gamins les faisaient chier avec Goldorak. Parce que qu'est-ce qui est mis en avant dans une œuvre Ghibli? C'est le studio Ghibli, c'est le nom Ghibli qui est vendeur. Donc à partir de là, si c'est Ghibli qui est vendeur, c'est lui qu'on met en avant, évidemment les gens vont retenir ça. Quand on vend une œuvre ou bien quand on diffuse une œuvre, généralement c'est l'œuvre qu'on met en avant, pas le studio. Et
si au fur et à mesure, ben voilà, le cas de Comics Wave tout à l'heure, c'est Comics Wave maintenant qu'on met en avant. C'est Comics Wave, le studio de Makoto Shinkai. Et après, l'œuvre, on s'en moque. C'est le Comics Wave. Et c'est ça qui est important. C'est que ces studios commencent à se populariser, à essayer de se mettre eux en avant pour ensuite faire en sorte que leur œuvre marche avec eux, marche avec elles. Donc, est-ce que le grand public va apprécier les studios, va suivre de la manière qu'il suit le Ghibli? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que les œuvres japonaises, comme on disait, elles sont là en tant que marketing. Donc, faut jamais dire jamais, quoi, en fait. Bah, faut jamais dire jamais, mais faudrait voir. Ouais, en fait, un studio, son aura vaudrait mieux qu'elle supplante le créateur, parce que si jamais le créateur s'en va, faut qu'on garde le studio en tête pour qu'il, s'il produit d'autres œuvres, qu'on les regarde quand même. Voilà. Mais c'est là que c'est pas évident. Après, le cas de Ghibli, ça marche même pas comme ça, parce que pour beaucoup de gens, Ghibli, c'est juste Miyazaki. C'est Quand ça. on a parlé tout le temps, on zappe Takahata, Ghibli, déjà, on zappe... Tout le monde ne le dit pas. C'est vrai. Hein. Pour les gens, Miyazaki prend sa retraite, le studio est mort, et en plus, c'est à peu près tombé dans les mêmes époques, donc dans la tête des gens, le clivage a été encore plus frappant, quoi. Une autre question qui m'a été posée par un hasard incroyable. Vraiment mais qui sont ces gens que je ne sais pas, sûrement toi. Que doit-on penser des nominations aux Oscars qui se font de plus en plus présentes? Alors, je ne sais pas qui a écrit cette question, mais je pense qu'il veut parler des animés japonais qui sont de plus en plus présélectionnés pour la sélection finale des Oscars, et même des fois certains sont sélectionnés aux Oscars. Ben, tant mieux. Tant mieux. Après... personnellement, est-ce que c'est vraiment une marque de reconnaissance ou bien c'est juste pour faire plaisir à un peuple, à un public, pour derrière ça avait des Ghibli quand même. Quand Miyazaki gagne l'Oscar pour Chihiro, je pense que mondialement, t'as une... savoir qu'un animé japonais a battu les Disney de l'époque, il y avait quand même un truc qui marquait les gens, je pense. Bah, évidemment, parce qu'on parle pas... Évidemment, c'est jamais le même budget. Hein, est-ce qu'on doit parler budget ou pas de création d'animation? Pour faire un film d'animé japonais, on est sur du 7 à 10 millions d'yens. C'est peut-être un peu plus parfois. Pour un Disney, multiplié par 100. Donc, concrètement, c'est pas la même gamme. Moi, je comprendrais qu'un Disney soit élu meilleur film, rien que par rapport au budget, par rapport aux efforts fournis sur la promotion derrière, de ce qui est fait, la recherche technique. Vraiment, quand je vois l'animation qui est derrière est faite, la précision parfois qu'ils mettent pour faire juste un petit truc, ça mérite aussi ça mérite de gagner un Oscar. Bien sûr, après, le Japon, s'ils arrivent à faire un produit aussi équivalent ou autre... Je pense que si un animé arrive à gagner dans les prochaines années, ça sera quelque chose, parce que ça fait maintenant quasiment 10 ans que Disney gagne l'Oscar de l'animation. Donc si un animé arrive à détrôner le géant... Ah, c'est le rêve des Japonais. Hein. Bah, c'est le rêve de tout studio. De toute façon, même eux ne pensent pas qu'ils peuvent battre Disney. Il faut rester réaliste dans ce qui se fait, mais... peut-être après autour d'un scénar. C'est le scénar qui fera la chose, qui fera que la différence. Vraiment, parce qu'au niveau de l'animation, c'est dur. C'est quand même très difficile. Je soutiens beaucoup l'animation 2D, je suis à fond 2D, mais au Japon, même sur la 3D, sur ce qui se fait, on est des décennies en retard sur une production américaine, même française, ou chinoise même, je dirais, sur la 3D. Et... ça sera quand même très difficile de battre les États-Unis sur ce domaine. Donc, du point de vue animation. Sur de la 2D, ils ont largement leur chance. Mais c'est vrai qu'en niveau 3D, moi je leur dis encore, écoutez les commentaires audio, par exemple, des Indestructibles 2, un des meilleurs films de l'année, où non mais tout ne tourne qu'autour des animateurs. C'est les animateurs en chef de chaque département qui en ont parlé, et ils t'expliquent des détails, des fois, mais vraiment bluffants, sur quand ils se touchent. Quand ils se font un câlin, les cheveux se mélangent. Qu'avant, ils le faisaient moins. Maintenant, ils peuvent le traiter mieux. Ah, je croyais que tu parlais des animateurs. Je suis là, oh, putain, c'est glauque. Non, mais concrètement, par exemple, Pixar, ils expliquent qu'ils ont un service qui s'appelle le service Contact, qui s'occupe de justement gérer tout. Quand un personnage prend un verre d'eau, comment il va le tenir en main et tout ça. Et qu'ils ont fait des progrès de plus en plus bluffants pour des petits détails. Des fois, savoir que, je sais pas, ça a laissé les empreintes digitales sur le verre ou des trucs comme ça. Et c'est des trucs que personne ne remarque, et peut-être qu'un mec va le remarquer et ça va le toucher, parce qu'en termes d'animation, il dit waouh,
c'est poussé. Donc moi je suis toujours bluffé. Hein. Pixar, Disney, un peu moins, mais Pixar, je trouve toujours, effectivement, je suis d'accord avec toi, techniquement, ils sont quasiment imbattables. Hein. C'est quand même très difficile de lutter. C'est très dur de lutter contre eux. Mais voilà, j'espère que quand même, si ça permet à des Japonais, à des Français ou autres de aussi peut-être gagner l'Oscar pour, on va dire, aider ces animateurs qui ont bossé sur ces projets, pour les mettre en avant aussi. Ah oui, ça reste ne une minimise bonne pas chose. les efforts Voilà. des autres studios français, japonais ou autres, hein, pas du tout. Et plutôt que Netflix, comme l'affirment les chaînes TV françaises, alors c'est pas moi qui ai écrit cette question, je ne comprends toujours pas la question, ne serait-ce pas plutôt un manque de renouvellement dans ces studios qui mène à la situation actuelle? Ouais, parce qu'on met Netflix un peu comme le méchant de l'histoire. Non, faut pas voir Netflix comme un méchant. Comme je disais tout à l'heure, le fait que Netflix soit là permet à certains studios de reproduire autre chose. Donc, ça permet aussi de faire du travail, donner du travail à des gens. Donner du travail, c'est pas anodin. Ça va permettre à tel animateur de bosser, de se nourrir et de faire plein de choses. Donc, comme je disais, le Japon n'a pas beaucoup de sous pour investir sur des projets. Donc, le fait que Netflix soit là, on parle de Netflix, mais il n'y a pas que. Hein. Comme je disais, les étrangers, la Chine en particulier, a énormément investi aussi. Donc, ça reste important que les investisseurs étrangers participent à ça. Et on va dire, c'est l'opportunité que maintenant ils ont. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, maintenant qu'ils puissent participer à l'animation japonaise, tant mieux. Donc, personne ne se plaint de ça. Personne vraiment se plaint. C'est pas le méchant Netflix. Netflix fait des projets. Soit on investit, soit ils investissent dans nos projets. Donc, c'est toujours gagnant. Au final, les gens sont gagnants. Mais est-ce que ça va créer des produits intéressants pour nous, public, on va dire français, ou bien américain ou autre? Ça, je sais pas, ça dépend toujours de la personne. Il y a des gens, on va parler de tel anime de Netflix, ils vont dire « Oh, il était vraiment nul ». Par contre, il y en a d'autres, ils vont dire « Ah, c'était vraiment bien, j'ai vraiment apprécié ». Donc, il faut vraiment voir. Ouais, en fait, c'est de la production de contenu pour tout le monde. Après, chacun y trouve son compte ou pas. C'est ça. Netflix, c'est beaucoup de la production pour leur plateforme. C'est au cas d'Amazon ou autre. Je sais pas si je dois expliquer ça comme ça. Netflix produit pour son catalogue, en pensant à son marché, à son public. Le public Netflix doit être assez mature, assez grand. Donc, qu'est-ce qui est populaire à l'étranger du Japon? Les animés, ok. Qu'est-ce qui marche en tant qu'animé? Qu'est-ce que les gens aiment bien voir du Japon? Les ninjas, les yakuza, la science-fiction. Ok, on va produire des choses avec ces thèmes-là. Amazon est dans une autre dimension et Amazon il voit la chose différemment. Elle dit qu'est-ce qui est populaire au Japon? Au Japon c'est les dramas. Ok, nous au Japon on va produire des dramas. C'est tout. En France, qu'est-ce qui est populaire? Ça va être ça. On va produire des produits qui est populaire dans ce pays. D'accord. C'est vraiment eux, ils veulent s'installer dans les pays, alors que Netflix veut plutôt exporter le contenu de chaque pays. Donc en Corée, ils vont produire des dramas coréens pour exporter les dramas coréens à l'étranger. Et au Japon, ils vont produire des animés. Ouais, par exemple, Netflix a produit, sauf erreur, le dernier animé de Baki. Ouais. Donc, qui était déjà disponible en novembre au Japon. Ouais, c'est ça. Et saison 2 est en qui cours vient au Japon. d'être diffusé en dehors du Japon, là, depuis janvier. Fin décembre, début janvier décembre. Pour la France. Donc, en fait, c'est à peu près ça l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce produit dans diverses localisations, pas forcément spécifiquement pour un continent. Voilà. Et après, surtout, on voit le cas de Baki, là, actuellement. C'est que, qui aurait financé Baki aujourd'hui? C'est violent, ça va être difficile de diffuser à la télé pour derrière le rentabiliser. Qu'est-ce qui justifierait sa production esthétiquement? C'est spécial quand même. Moi, j'aime très, bien, très, très mais spécial. C'est dur à marketer. Ouais, c'est vrai que tu aurais eu du mal à faire un comité de production qui va dire on va faire Voilà. des figurines. Tu vas dire, juste rien que tu vas avoir un comité de production, tu vas monter, on veut faire Baki. Est-ce que vous êtes prêt à investir? Baki, c'est dur, ça je ça m'appelle s'adresse à Bandai. qui, voilà. Des figurines. Partez C'est pas, qui va revenez. l'acheter? Des figurines articulées, peut-être. Donc Mais elles c'est sont trop moches. C'était une question que tu avais posée de base, Kobito? De quoi? Sur Netflix? Non, Non, je pose pas de questions. Non, c'est juste savoir si c'était autour de la table parce que je pense que la personne, maintenant que j'ai relu la question, fait un contresens quand elle dit que Netflix, les chaînes télé françaises disent que Netflix c'est la cause du mal. C'est qu'en France, on regarde de moins en moins la télé
Et donc, Voilà. les médias français disent que c'est la faute de Netflix parce que Netflix a pris les réseaux. Mais tu as raison que c'est pas la même chose en fait. Oui, les gens regardent moins la télé à cause de Netflix, mais produire des animés, Netflix n'engage pas des Américains ou des Français pour faire leurs animés chez eux. Ils donnent de l'argent aux Japonais pour travailler. Exactement. C'est là, je pense, le contresens en fait dans la question. Donc, Et là où que les chaînes de télé, en fait, je reviens, parce que je pense que c'est facile de jeter la pierre sur ça, dire ouais, bah voilà, c'est Netflix qui tue la télé. Non, la télé, les gens regardent de moins en moins la télé. mais Il arrive très bien à se tuer toute seule, la télé. La télé se tue déjà toute seule. Des chaînes, des Et, studios. et c'est surtout le fait que maintenant, les méthodes de diffusion, de consommation ont changé. Maintenant, les gens regardent leurs animés sur leur téléphone ou sur leur PC. En fait, ils regardent surtout quand ils veulent. Ah, c'est ça, il y a le diktat en Aussi. fait. Le diktat des chaînes, ça passe plus, et ça, les chaînes, elles ont du mal à le comprendre. Donc ouais, ils ont eu du mal à s'adapter à ça. Donc Netflix apporte une autre alternative à ça. Donc toutes ces plateformes de diffusion apportent des autres alternatives à la consommation. Donc comme je disais, Netflix, ils vont produire leurs propres séries, ok, certes, il n'y a pas de souci, mais grâce à ça aussi, il y a des séries qu'on n'aurait jamais pu être diffusées à la télé, parce qu'on va dire, non, c'est trop violent pour la télé, non, on ne peut pas diffuser autant d'épisodes, déjà ça coûte cher pour être diffusé à la télé, ça il faut savoir. Au Japon, pour être diffusé, il faut payer, et on paye, c'est pas Non, c'est 1 pas euro. Alors qu'en France, à la rigueur, là, on pouvait recevoir des subventions, des choses comme ça. À l'étranger, c'est compliqué. Et voilà, Netflix te donne cette alternative de créer par exemple Baki, quoi. De diffuser une série qui est sûrement personne n'aurait voulu financer. Non, honnêtement, moi je Et m'attendais pas à avoir une nouvelle voilà, version de donc, Baki, quoi. Ça reste toujours une bonne chose. Moi, j'adorerais que quelqu'un me dise on fasse Sunken Rock en animé. Ah. Personnellement, qui t'aurait dit ça, franchement? Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Mais je sais toujours que la vague où qu'on va faire un animé avec des gangs, des trucs comme ça, va être c'est compliqué. passé. Maintenant, c'est compliqué. On fait un produit qui est assez propre, qui est assez beau. Même la diffusion du soir. Je prends le cas de notre série Hitori no Shita The Outcast, la saison 1. Au début, quand on me disait, mais vous savez, au Japon, en Chine, il y a la censure et tout. Je fais, écoutez, moi, quand on a diffusé cette série, la censure, on l'a vécu au Japon. Les 2 derniers épisodes de la saison en chinois, ils font 40 minutes. Au Japon, on ne pouvait pas le faire parce que c'était trop violent. Ils nous ont dit « Ah non, c'est trop violent, vous ne pouvez pas. » Donc, on a censuré la version japonaise. On a adapté. Les derniers épisodes font 20 minutes. En Chine, ça fait 40. Donc, on adapte les choses, on modifie les choses pour un public. Et au Japon aussi, la télévision aussi, ça permet de modifier les contenus. On ne peut pas tout diffuser. Donc, Netflix apporte ses alternatives comme Amazon, comme les autres plateformes Internet. Cette série dont tu dis qu'elle a été censurée au Japon, est-ce que du coup c'était respectivement pour des diffusions télé en Chine et au Japon, ou est-ce que c'était sur d'autres types de plateformes, comme tu parlais aussi de vidéos sur le web ou ce genre de choses? Pour le web, pour la télé, en fait, généralement, au niveau des Mona Liner, on faisait 2 versions. En simulcast en Chine, avec une version chinoise, et au Japon, avec la version japonaise doublée en japonais. Et donc, pour l'international, on utilise la version japonaise. Pourquoi? Parce que c'est en japonais que les gens veulent voir les animés. Donc, voilà, il faut répondre à la demande, et les partenaires veulent en japonais. Donc, c'est la version qu'on diffuse. En Chine, c'est principalement pour l'Internet. C'est exactement ça. Donc, quand c'est sur l'Internet, on est libre. On n'est pas limité au niveau du temps. Alors que pour la télévision japonaise, ils vont nous dire, écoutez, votre produit doit faire 24 minutes 30, pas plus. Il y a les coupures pub. Pas moins. Voilà. Donc, toi, tu as ton créneau qui fait temps. Tu sais que tu dois faire 24 minutes. Si l'épisode, là, il en fait 28, on a eu le cas avec To Be Heroine. C'était le débat où les animateurs de To Be Heroine ont dit, comment ça se fait que la version internationale, elle soit coupée? Nous, notre épisode, ma scène a été coupée. Parce que l'épisode faisait 28 minutes et, dans la version chinoise, et 24 minutes pour la version japonaise. Donc il y a 4 minutes qu'il faut bien couper quelque part. Il n'y a pas le choix, parce que c'est la télévision, elle est comme ça. Donc, mais c'est cette liberté de faire pour l'Internet permet de créer des nouveaux contenus, un contenu qui est adapté à la vision du réalisateur. Donc si le réalisateur a estimé qu'en 15 minutes, c'était parfait, son histoire, elle est bien, elle est intéressante comme ça, il n'a pas besoin de rajouter 10 minutes pour broder. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant, cette nouvelle manière de diffuser sur le web. Ça va ouvrir des nouvelles manières de
de travailler. Oui, puis ils sont pas soumis à des canons, Voilà. genre une restriction de 24 minutes, parce que tu dois placer 3 spots de pub étalés sur la durée, quoi. Ben oui aussi. Après la pub, bah, tant mieux parce que des fois la pub c'est ce qui permet aussi de retirer Oui. quelques revenus, mais vraiment le format télévisuel, il est amené à changer. Et ça tout le monde le sait. Ouais, il faut pas qu'il soit aussi strict parce que 24 c'est 24, faut pas que tu mettes 24 alors que tu as quelque chose à raconter, 4 minutes de plus derrière. Ben c'est ça va éviter de faire. Ben, généralement les gens se rattrapent pour la série, pour les versions Blu-ray ou autres, ils rajoutent des petits trucs, mais c'est pas tout le temps le cas. Comme on disait, le problème c'est que les gens n'achètent plus le DVD, Ouais, les gens n'achètent plus les Blu-ray, donc tu verras à quoi peut-être ça plus de gens servira, qui ouais. vont regarder plutôt qu'acheter, ça c'est... Et donc voilà, les gens consomment maintenant sur leur téléphone, sur des plateformes internet. Alors au Japon, il y a DMM, sur Abema. Abema, ouais. Il y a Abema, plein de ils ont plateformes, 4 cadeaux, Hulu, rien que sur il l'animation. y a tout. Ouais. Et donc maintenant, tout est fait pour regarder. Il y a très peu de personnes qui regardent directement en live. Les gens enregistrent parfois. Mais pareil, maintenant, les gens regardent sur des plateformes. Il y a ce Donc, fameux truc d'otaku, je ne dois regarder l'épisode en même temps pour pouvoir le commenter juste derrière. C'est en train de disparaître. Ça, ouais. Donc Ceci est- il est là aussi l'intérêt, c'est de partir sur des nouvelles plateformes. Et l'Internet, ça t'offre cette liberté en tout cas. Et je pense que ça reste une bonne chose. Un autre mode de consommation. Voilà. On va parler un peu on va revenir un peu sur les studios. Du coup, d'un point de vue entre guillemets français ou occidental, on voit régulièrement des news tomber que des studios ferment. Donc par exemple Heartland en 2017 ou Drop en 2018. Mais on voit pas forcément, par exemple, les ouvertures de jeunes studios ou ce genre de choses, à part si elles sont créées par des personnes importantes. Est-ce que cette fluctuation de création et de fermeture de studios a un vrai sens dans l'évolution de l'animation japonaise? Est-ce qu'il y a des déclins ou est-ce qu'au contraire, il y a des réouvertures, des reflorissements? Est-ce que c'est significatif de bonnes ou de mauvaises choses si plein de petits studios existent plutôt que quelques gros? Comment tu vois ça Quand je vois par exemple la fermeture de Heartland, au niveau de Emon Aoliners, on avait investi dans Heartland pour pas que ça ferme. On savait que c'était en position assez difficile, donc on avait un peu réinvesti dedans pour essayer de maintenir en vie aussi. Malheureusement, on a vu que c'était un peu compliqué. Donc malheureusement, Heartland a fermé. Ça reste un studio assez mythique aussi. Donc c'est toujours triste. Comme je disais tout à l'heure, c'est triste que les studios ferment. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des studios aussi qui ouvrent. Mais ces studios-là, généralement, ils ne sont pas forcément japonais. Ils sont parfois étrangers. Je prends le cas j'ai des amis américains qui ont ouvert DR Studio et qui ont ouvert leur propre studio. Donc ces Américains-là, par exemple, ou bien il y a des studios chinois aussi, comme le nôtre, ou bien plusieurs autres, qui ouvrent des studios au Japon, embauchent des Japonais, embauchent des étrangers. Donc c'est vrai qu'on en parle moins parce que faut être visible. Je pense que toi qui as un pied dans l'animation, du coup, t'entends parler de ces choses-là, mais c'est pas pour ça que c'est médiatisé encore beaucoup chez nous. Voilà, parce qu'on en entend parler, on les voit, mais les studios, ils produisent, ils sont pas forcément forts dans la com. Donc, pour savoir faire de la com, ça prend du temps et c'est un métier à part. Donc eux, c'est pas vraiment leur métier à la base, donc c'est difficile de communiquer là-dessus. C'est sûr que des gros studios qui vont faire quelque chose, là, on va en entendre parler. Mais après, il y a beaucoup de studios aussi qui poussent. Et ce qui est bien, c'est que c'est souvent à l'initiative des étrangers. D'accord. Et ça reste une bonne chose. Ça montre que le Japon a besoin aussi de mains fortes de l'étranger. Alors c'est intéressant ce que tu dis, puisque du coup, on parlait de la relève. Du coup, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui rêvent de travailler dans l'animation japonaise. Et est-ce qu'il y a aussi des Japonais, parce qu'on parle pas mal des étrangers, mais est-ce qu'il y a aussi des jeunes Japonais qui veulent prendre le relais? Très difficilement. Pour être honnête, ça reste quelque chose de difficile, parce que quand on démarre au Japon, on parle toujours du côté du salaire assez bas. Ouais. Et ça fait pas vraiment rêver les Japonais. Les Japonais, les nouveaux animateurs japonais, ils veulent plus se mettre sur des postes qui... par exemple, le poste de Chara Designer. Oui, bien sûr. Le poste de Chara Designer, c'est un poste important et on a vite de la visibilité, on devient vite connu. Donc le but pour eux, c'est je veux être Chara Designer ou bien je veux être ça, ça, ça. Donc ils veulent sauter des étapes. Et un Japonais qui essaye de faire ça, c'est très difficile.
à moins qu'il ait énormément de talent, mais ça reste très difficile. C'est même beaucoup plus simple pour un étranger d'arriver à ces postes-là, je pense, qu'un japonais, parce qu'un japonais on va dire, mais non, tu sais très bien que la règle, tu dois passer par ça, ton bisoutage de 5 ans de doga pour faire dogaman et autres, des intervalles. des intervalles. Tu dois passer par là, donc. Alors qu'un étranger, s'il est bon, on va dire, s'il a un style, un peu du bagou, il y va. Hop, il dit voilà, moi je propose ça, et on va dire son style est vraiment intéressant, c'est un étranger. J'en connais un comme ça. Et donc ça peut marcher. Donc je pense que c'est vraiment plus difficile pour les Japonais d'accéder à ces postes-là ou de rentrer dans l'animation. Et maintenant, les gens veulent vraiment plus se développer eux en tant qu'illustrateurs ou bien dessinateurs que de rentrer dans l'animation. Ça fait moins rêver qu'avant. Et est-ce que c'est pas à cause des informations qu'on a sur le rythme de vie? Tu parlais du salaire, mais c'est aussi peut-être la densité de travail dans certains studios quand tu as des postes clés où tu dois assurer le rendu d'une série sur des temps très limités, où on entend parler d'animateurs qui dorment au bureau ou de burn-out ou de choses comme ça. Est-ce que ça nourrit l'inquiétude ou l'appréhension de ces personnes à aller vers ce milieu-là? Oui, je pense que ça les aide pas. Ouais. Maintenant, par contre, il y a des choses qui changent. Il y a des studios qui, à 10h du soir, ils ferment la porte, tu dois être parti, tu travailles pas le week-end. Donc, ils forcent les gens à adapter une nouvelle manière de travailler. Donc, c'est le cas des studios Toei ou Polygon Pictures. Tous les studios-là essayent d'adapter une manière un peu plus occidentale. Ah, c'est chouette, d'accord. Donc, ça, c'est une manière de changer aussi la création d'animation. Au Japon, on disait souvent que, par exemple, une des phrases à l'ancienne du Japon, c'est les animés, c'est comme les enfants. Les animés, c'est comme les enfants, on les fait la nuit. Donc, ils ont cette image de l'animé, on doit travailler la nuit pour bosser dessus. Et les animateurs, on va leur dire, ouais, mais c'est pas évident. Mais du coup, eux, les mecs, ils sont un peu là-dessus. Bah, moi, j'ai envie de travailler de nuit, je suis plus créatif à 2h du matin. Mais on leur dit, mais écoutez, en fait, si tout le monde s'arrangeait à travailler de 9h à 18h, ça aiderait tout le monde. Parce que dans le fond, ceux qui galèrent dans l'animation, c'est les gens qui vont aller devoir courir à gauche, à droite pour chercher des dessins. À minuit, à 1h, il y a les accidents, il y a tous ces soucis-là. Il y a encore des dessins papier bien sûr, encore bien beaucoup. Sûr, bien sûr. D'accord. Oui. Je savais pas à quel point le numérique. Ça commence à changer, mais il y a encore beaucoup de. Mais c'est des postes aussi qui vont disparaître avec le temps. Après, comme on disait tout à l'heure aussi, c'est que c'est difficile pour les animateurs jeunes avec l'image à l'animation aussi japonaise aussi de vouloir partir dans ces domaines-là. Et il y a un truc aussi qui est vachement... c'est ce que je dis aux Japonais, je leur dis, mais arrêtez c'est bien de critiquer l'animation, mais il faut quand même garder un côté mystérieux. En fait, il ne faut pas qu'on énumère trop facilement les mauvais côtés de l'animation japonaise. Par exemple, à chaque fois, on va se plaindre. C'est vrai. Bah voilà, l'animation, ça paye pas. Ah bah voilà, c'est difficile. Ah bah voilà, ça. Et au final, on perd le charme, tout le mystère. C'est pour ça que je pense que Disney, ça fait encore rêver les gens. Parce que tout le monde sait que c'est galère de travailler dans l'animation. Peu importe le pays, peu importe la production. Mais on sait pas trop de Disney. On sait pas vraiment ce qui se passe. Non, il y a pas ça filtre pas. On filtre pas parce que ils essayent de protéger ça. Ça reste un monde merveilleux. Et donc, tant que c'est pas sali, tant que ça reste caché, les gens ne se posent pas la question, les animateurs de Disney, est-ce qu'ils galèrent ou pas? Ça fait rêver, on a envie d'y bosser. On a presque envie d'y bosser. Ça filtre pas, mais je crois que justement, sur, par exemple, des problèmes de sexisme ou des choses comme ça, il y a eu quand même quelques fuites du côté de Pixar, il me semble. Enfin, quelques témoignages éparses, mais je pense que du coup... non, ça c'est concret. C'est concret, je veux pas dire de bêtises. La 7 heures, c'est concret. L'un des créateurs de Pixar, il a été mis en accusation pour... alors, je sais plus si c'est harcèlement sexuel ou discrimination sexiste, mais dans tous les cas, il y a un vrai problème avec les nanas et la position des femmes au sein du studio. Et c'est en train de changer depuis le départ de la 7 heures. Le court-métrage d'avant, Incredible 2, c'était un court-métrage réalisé entre autres par une femme. Et il me semble que l'un des prochains long-métrage est réalisé par une femme. Donc, ça change. Mais je pense que... Moi, je suis quand même plus... je préfère que ça soit moins rêveur
mais que ce soit plus honnête sur les situations de travail plutôt que les gens se fassent... L'opacité me vend pas trop de rêves. C'est ça. C'est-à-dire que Disney, tu as raison, en soi, Disney, ils vendent du rêve, mais quand il y a un truc un peu sale qui ressort, par exemple, je pense James Gunn qui a été viré des Gardiens de la Galaxie pour histoire de tweet il y a l'époque, ouais. il y a 10 ans, parce qu'en gros, des vieux trolls ont fait exprès de créer ce bashing. Et alors que tous les acteurs, tout le monde a défendu le réa, Disney a dit non, tu peux plus faire la gentille souris gentille, tu vois, tu montres quand même que tu es un patron d'un businessman un petit peu... Mais moi je pense que ça doit rester, on va dire, on va pas laver le linge sale en public. Ça doit rester dans le domaine du côté professionnel. C'est des choses qui doivent rester entre professionnels. Après, le japonais, ce qui touche l'animé japonais, c'est que ça déborde. Ça va vers les fans. Genre, quand ça s'est mal passé, tout de suite, ils vont retweeter donc, de manière à ce que tout le monde ait accès à ça. Ils vont dire, c'était vraiment... eux, faut jamais bosser avec eux, c'est des escrocs, ils te payent au lance-pierre. C'est bien. Okay. C'est bien de prévenir les gens, mais au final, peut-être pas... de pas faire une chasse aux sorcières. Voilà, et ça rend on va dire, l'animation japonaise moins attractif aux gens qui voulaient bosser dedans. Ça dépend de ton problème. C'est-à-dire que si ton problème, c'est vraiment qu'une histoire de mauvais salaire ou ce genre de choses, je suis d'accord avec toi, ça sert à rien d'en faire peut-être à chaque fois un coup de bâton, parce qu'on le sait tous, animateur au Japon, ça paye pas, c'est comme ça. Si c'est vraiment des histoires de sexisme ou trucs comme ça, c'est un autre problème, et là je pense qu'à chaque problème il faut le mettre sur les réseaux. Si c'est vraiment, comme tu le dis, la plupart du temps horaires, les réseaux au Japon, plutôt des histoires d'horaires, de salaire. On le sait que c'est un métier ingrat, surtout au début, mais il y a des tonnes de métiers. Dès que t'es cause quelque part, tu le sais qu'éboueur, c'est pas un métier facile. Tu sais que le Japon n'a pas les 35 heures spécialement non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que animateurs. On sait que les salaryman, le nombre d'histoires sur les salaryman qui ont des pauses de 15 minutes pour dormir au taf. Il n'y a pas que l'animation, clairement. Le truc qui dit qu'un bon salaryman, c'est celui qui reste au boulot jusqu'à... Plus que les autres. Il n'est pas productif, mais il est là. T'as un bon salaryman si tu restes une semaine au taf sans rentrer chez toi. Et c'est pas grave si tu pues, tu prends des petites lingettes. Il y a beaucoup de choses comme ça au niveau même des horaires de travail. Au Japon, on est sur normalement 8 heures. 8 heures par jour, 40 heures semaine. C'est ce qui est normalement légal. Après, on fait peut-être plus. Mais est-ce que parfois ces heures sup sont justifiées ? Tu vois, il y a un autre débat qui se crée là-dessus, c'est que même dans l'animation, surtout dans l'animation, il y a des gens, ils sont là, ils n'ont pas de taf. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent le taf de quelqu'un qui était censé donner son taf, mais qui a pris du retard. Donc lui, il va rester longtemps, il va faire 8 heures ou qu'il va passer 8 heures à attendre que quelqu'un lui ramène quelque chose. Ou bien il va pas forcément 8 heures, il va attendre parfois 1 semaine, 2 semaines que le taf lui arrive. Il va pas aller en chercher un autre. Parce qu'il y a un process, et si telle personne dans le process doit faire ça, si lui ne le fait pas, ça bloque un autre, qui en bloque un autre, qui en bloque un autre. C'est le problème pyramidal de l'organisation japonaise. Et il est là le souci. C'est pour ça que les horaires, on parlait des horaires, de terminer de telle manière, peut-être ça permettra de changer vraiment tous ces trucs-là, toutes ces phases où que les gens n'ont pas de travail pendant 8 heures et au moment où ils doivent quitter, on leur donne tout. Et ils font j'allais partir, mais non, maintenant tu peux plus partir. Faut que tu fasses tout. Faut que tu restes. Maintenant, faut que tu refasses tes 8 heures. Non. Oui, c'est vrai que si on imposait vraiment que à 18 heures c'est fini, les gens seraient obligés de rendre un travail en temps et en heure et ne penseraient plus que la personne après. Parce que comme c'est un maillon de chaîne, tu vois, si c'est un externe. Non, bien sûr, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que vu que c'est un organigramme en pyramide, si tu te dis, c'est pas grave si j'ai du retard parce que le mec après moi, il va prendre le relais, peu importe s'il y passe 8 heures, enfin tu vois, si tu pars du principe que tout le monde va être laxiste sur son temps personnel pour finir le taf, c'est problématique. Si tu imposes des limites horaires, tu sais que maintenant tu dois te manier parce que sinon c'est ta propre pression à toi. C'est-à-dire par exemple, imaginons tu dois me rendre un taf, tu me le rends à 23h parce que tu te dis c'est pas grave Cédric, parce que j'ai pas de race. Non mais voilà, mais tu dis travail de 23h jusqu'à 7h du matin. Alors que si je te dis non, moi à 20h je suis parti, tu le finis après 20h, c'est ton problème à toi parce que moi je suis dans mon droit. Parce que le studio me dit je dois partir à telle heure. Si j'ai un sens des responsabilités de l'entreprise suffisant. Et là en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'en discutais avec un animateur et pourquoi en fait c'est difficile de faire ça.
Pourquoi, dans les faits, de dire à une personne il me faut ça là à tel moment, j'en ai besoin pour de manière à ce que je fasse mes horaires, que je puisse transmettre là à l'autre personne pour que lui aussi ne fasse pas d'heures sup et ainsi de suite. C'est un truc qui est très très spécifique au Japon, je pense. C'est une tâche ingrate. Généralement, les personnes, on s'appelle les Seisakushinko ou les desks ou autres, ceux qui vont courir à gauche à droite pour récupérer les dessins. Généralement, ce sont des jeunes. Et quand tu as un petit jeune comme ça qui débute, parce que tu débutes comme ça, c'est ça ton métier à la base, c'est quand tu rentres dans l'animation, si tu n'es pas animateur, c'est aller te courir à gauche à droite. Et eux, on va leur dire, va voir cet animateur connu, va récupérer des dessins chez lui. Et le gars il va dire, écoute, Geno, tu sais qui je suis ou bien... T'es gentil, je t'aime Attends, gentil. gentil, repasse demain, je te les donne demain, ouais. Et le gosse, il va revenir demain, et on va dire, ouais, repasse après-demain, j'ai pas fini. Là. Ah ouais. Et donc, eux, ils n'ont pas encore la possibilité de dire aux gens, écoute mon grand, moi j'en ai besoin maintenant. Ils n'ont pas encore l'aplomb, L'assurance. même le courage, l'assurance. Le rapport de respect Voilà. avec la personne. Parce que une personne qui est freelance, elle s'en moque un peu. Mm. Elle ne travaille pas pour sa boîte, elle travaille pour plein d'autres projets en même temps. Donc, elle va dire, ouais, non, mais je te le ferai après. Il n'est pas forcé de donner ça à tel moment. Donc, il peut le mettre en stand-by, bosser sur un autre truc, et de le donner plus tard. Soit lui dire, reviens à minuit, je te le donne à minuit. Et donc, ces personnes-là, ils devraient vraiment apprendre à dire, non, si tu me le donnes pas, on ne bosse plus avec toi. Mm. Et c'est difficile. C'est difficile pour un jeune au Japon d'aller dire à une personne âgée ou qui a de l'expérience ou connue, ou bien de dire, je le veux tout de suite. Tu m'emmerdes. Après, ils sont pas tous, les émetteurs, ils sont pas tous âgés quand même. Ils sont pas tous âgés, mais ils ont de la déjà les bouteille. former de base, la nouvelle génération à C'est ça. ce process-là. Hein. il faudrait vraiment, là où qu'une production pourrait marcher dans ce système-là, c'est vraiment avoir des personnes là. Et c'est pas ces jeunes qu'on doit donner ces responsabilités-là, mais à des gens qui ont quand même de la bouteille, ou bien qui sont capables d'aller voir ces animateurs et dire, tu me le donnes tout de suite. Moi, je parle pas jap. Hein. Vous me le donnez en anglais, je lui dis, give me the paper. Right now. Ouais. Il pourra mais m'insulter, il c'est faut pas grave. il faut apprendre ça, et c'est vraiment, il est là le truc qui est dommage. Je me mets un peu à la place du jeune et je me dis si l'animateur il est en mode si tu me casses trop les couilles, je bosse plus avec ton studio de toute façon ou quoi. Enfin, il peut y avoir ce genre de pression un peu Bien sur sûr. ces jeunes-là. Ouais, et du coup, c'est un Bien peu dur pour lui, j'imagine, de prendre la responsabilité Voilà, c'est ça. des emmerdes. Enfin, Et là, je comprends un peu qu'il soit. Ça a pas l'air d'être le job le plus simple le du mot monde. a quoi. été lâché, quoi. C'est le mot responsabilité. Ouais. Ça, c'est Oh là là. le cauchemar là-bas. Ouais. Une Quand tu dis que tu vas responsabilité. avoir cette responsabilité. Ah non, Non. ah, Mais pas c'est- moi. Ah non. C'est le Mais- problème mais de pourquoi l'organisation pyramidale, hein, de toute façon. Voilà. Ouais. Donc Non, mais c'est pour ça qu'il faut responsabilité. apprendre à changer tout ça, et Pourquoi vous m'en donnez une? il y a, je- il y a beaucoup de choses à changer malheureusement, mais c'est c'est ce qui fait que c'est intéressant et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait changer aussi. Moi, je recommande, c'était une vidéo de Monsieur Bobine qui parlait de Shin Godzilla, où il parlait de l'administration japonaise, et en fait, qui faisait un parallèle avec l'histoire de Godzilla, avec le fait que pendant Fukushima, le temps que le gouvernement, qui est sur le même process pyramidal, fasse passer les actions, faites le petit, demande un plus grand que lui, demande un plus grand que lui, et ça finit au Premier ministre. Le temps que ça, la situation se dégradait, et pendant ce temps, le chef de la centrale, lui, a pris des décisions qui auraient pu coûter cher, et il a sauvé en fait le Japon, parce que s'il n'avait pas sacrifié des hommes, je sais pas si même lui c'est pas à moitié sacrifié, mais pour aller refroidir le cœur du noyau de la centrale explosait en fait. Donc concrètement, il y a un mec qui a agi de son coin et qui a eu le réflexe d'avoir une Il a pensée. pris des responsabilités. Il a pris les responsabilités en fait, et il s'est passé de l'organisation quitte à en assumer les responsabilités, et il a, je crois, failli se faire attaquer par le gouvernement pour Tant qu'à- pas avoir ah, écouté et tant qu'à désobéi faire. aux ordres. Ah, mais c'est plus facile après. C'est Donc ça. là, je prends un exemple très grave, mais pour montrer que même dans un milieu Même dans un cas d'urgence voilà, non, mais vitale. même dans le cas vital, là-bas, leur organisation est un vrai souci pour la cohésion et la prise de décision. Quoi. Et même d'un point de vue plus large, en fait, il y a beaucoup de gens, surtout des étrangers, excusez-moi, je déborde Non, là-dessus, non, mais mais vas-y. qui pensent qu'en allant au Japon, au Japon, il faut forcément faire comme les Japonais. Je leur dis, erreur. Erreur. Non. En fait, peut-être c'est ta touche d'étranger, de manière de penser, de voir, peut-être de prendre ces initiatives, ces responsabilités-là, qui va faire que les Japonais vont vouloir bosser avec toi. Parce que eux ne seraient peut-être pas capables de le prendre. Et au Japon, il y a un truc qui s'appelle le Horenso. Donc, Hokoku Renraku Sodan. Donc, Hokoku, un rapport. Renraku, donc le contacter. Et Sodan, le conseil. Donc, tu es obligé pour toute chose que tu veux faire,
tu dois faire ces étapes-là avec ton supérieur, qui lui va faire avec un autre supérieur. Donc ça prend du temps, c'est long, et parfois il suffit que même si tu as l'idée du siècle, si lui derrière il n'est pas capable d'aller l'expliquer, ben ça s'arrête. Alors que si tu l'expliques au boss directement, le boss fait ah ouais c'est super cool, ben vas-y, tu peux faire. Hein. Et toi tu dis à ton chef bon qu'est-ce que t'en penses, on fait ça, il va te dire oh non c'est peut-être pas bien, je pense pas que le boss va aimer, tu fais bah si il est content. D'accord. Et il faut apprendre à utiliser ces techniques-là, de dire bah moi je suis capable, je suis français, en France on prend des responsabilités, tu vois. Moi j'ai pas peur de ça, et donc je vais le faire, ok. Et pas forcément faire comme les Japonais. Il faut utiliser sa touche d'étranger, quoi. Ouais, le truc, l'indépendance. Voilà. Parce que si tu veux faire comme les Japonais, ben, au final, autant embaucher un Japonais. Qu'est-ce que t'es là-bas pourquoi? Apporte ton originalité. Voilà. Voilà, ta particularité même. C'est Thunder, vas-y. Ben oui. On parle des studios depuis tout à l'heure. Il y a un truc sur lequel on a vaguement parlé. C'est le support physique. Une idée communément admise maintenant par beaucoup de fans, en tout cas en France d'animation, c'est que beaucoup de studios et d'animés marchent par l'achat de produits physiques, donc les goodies, mais aussi les DVD et les Blu-ray, et que globalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On fait des produits souvent avec du fanservice et de la manne pour otaku, parce que c'est les otaku qui vont faire ramener une partie de l'argent. Est-ce que, surtout tout ce qui est un peu late night, donc les diffusions nocturnes, les trucs un peu plus, on parlait de Baki, alors c'est pas un des bons exemples parce qu'il est sur Netflix, mais les animés un peu plus bruts, un Jojo par exemple. Ce qui n'est pas visible pour tout le monde. Un Berserk, un Jojo. Est-ce que du coup c'est vrai ça? Est-ce que tu penses, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, savoir si les studios sont dépendants de ce support physique? Le support physique reste assez important au Japon. Je disais, c'est malheureusement, ça se réduit au fur et à mesure. Là, on a participé récemment à l'Anime Report, Anime Sangue Report, le report de chaque année de l'industrie d'animé. Donc par exemple pour 2018, ce qu'on avait constaté, c'est que encore cette année, ça se réduit. Les DVD se réduisent, la vente de DVD, de Blu-ray se réduit. Cette année, c'est encore des chiffres un peu faussés parce qu'ils ont comptabilisé également le succès de Kimi no Na wa. Donc, c'est pas forcément représentatif du chiffre actuel, du vrai chiffre actuel. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Et pareil, comme on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de séries. Et le otaku de base, même s'il est collectionneur de base, à l'époque, il pouvait à peu près acheter un peu de tout. Là, maintenant, comme il y a tellement de choses, il peut plus. Il peut plus suivre le marché, il peut plus vraiment tout acheter. Donc, il est là le souci aussi, c'est que on va faire beaucoup de séries. Et les DVD, pareil, eux, ils n'ont pas encore changé la méthode de production. Donc, ils vont faire 2 épisodes par DVD ou par Blu-ray. Et avec des prix encore assez chers, qui ne sont pas forcément adaptés maintenant à la méthode de consommation. Parce que, juste une parenthèse, les gens ici, je veux dire, en France, ne se rendent peut-être pas compte du prix de 2 épisodes sur Blu-ray ou DVD. Ouais, 70 balles. On va être sur du 5000 yens, 8000 yens, parfois. Ce qui nous fait du 60, 65 euros. Entre 40 à 70 euros en fonction de la série. Et voilà, donc ça fait quand même... Ça revient assez cher. Donc imaginez, il y a plus de 40 séries qui sont produites par chaque saison. Comment il va faire le gars qui veut tout acheter? Donc c'est un peu difficile pour lui. Et du coup, tu vois, toutes ces pertes-là, ça aide pas l'animation. Les goods encore, ça va, ça reste encore quelque chose qui marche encore. C'est du coup beaucoup de mise là-dessus. Mais vraiment, c'est dommage de devoir penser que le DVD risque de s'éteindre, quoi. Est-ce qu'une solution, ça me vient pendant que je t'écoutais parler, ça serait pas de faire un peu ce que fait Crunchyroll en France, c'est-à-dire que les studios, je sais pas, je prends n'importe quoi, Trigger par exemple, c'est vraiment un exemple au hasard, sortent tous ces animés sur une plateforme qu'ils ont créée, par exemple, un truc qui leur serait propriétaire à eux ou à plusieurs studios. Donc déjà, ils auraient une manne d'argent par change-là, et les meilleurs animés, ceux le plus regardés, auraient le droit à des sorties en physique, parce qu'ils savent qu'il y aurait un public qui aimerait peut-être les revoir en physique. Je pense pas que ça soit la solution. Comme je disais, c'est un combat de la promotion. La popularité d'anime se fait par sa promotion. Quand tu sais que tel anime va être partout,
diffuser. Non, on va dire, il y aura des affiches de cet anime partout, dans tous les magasins, dans tous les magazines aussi, on va retrouver. Pourquoi ? Tiens, bizarrement, le magazine qui possède cet anime, en fait, la compagnie qui possède ce magazine, c'est la même qui fait de l'animé. Tiens, quel hasard. Donc, évidemment qu'au final, la popularité de ces animés va être beaucoup plus simple parce que, comme on les voit partout, les gens vont consommer ces animés et ça va être au final toujours les mêmes qui seront édités en DVD. Donc, ça apportera pas de chance aux autres, les petits, quoi. Donc, je pense pas que ça soit le cas et voilà, jusqu'à présent, les animateurs, on va dire les studios d'animé qui ont fait des séries, s'ils se mettent sur la même plateforme, ça marchera pas parce que ils ont déjà essayé, ça a toujours foiré. Donc, les plateformes de streaming, donc ça marche pas au Japon. Parce que tout à l'heure vous parliez de DMM et ABEMA, c'est pas des plateformes de streaming japonaises du coup DMM, c'est ABEMA, c'est une chaîne de TV sur le net. D'accord. Il y a une douzaine de canaux de base. Voilà, avec des chaînes avec différents contenus. Tu as 4-5 chaînes sur ABEMA d'animation, récentes, anciennes. Et voilà. Et l'autre, DMM. DMM Network, c'est DMM.com, ils ont D-Anime Store. C'est Docomo. Donc c'est Docomo. Ah, d'accord. Et ils diffusent pas mal, généralement tous les animés. Il y a Video Market aussi. Docomo, c'est un opérateur téléphonique japonais. Voilà. Je précise pour les auditeurs. Et Video Market qui existe. Il y a Gyao qui appartient à Yahoo, eux aussi qui diffuse. Donc il y a de tout sur toutes les plateformes. Au final, au Japon, il y a pas. C'est rare qu'il y ait la notion d'exclusivité comme on a à l'étranger. Yahoo, ça a été le concurrent de Google pendant quelques années, puis ils sont. Mais Yahoo marche très bien au Japon. Oui, Yahoo c'est vrai. marche quand même. Yahoo Là-bas, Japan, c'est ça plus marche Google, très bien. Donc, Moi, j'ai une question qui tourne autour de Emon, qui est une énorme société chinoise de production de manga et d'animation. Pourquoi elle a confié ou confie-t-elle encore des œuvres, leurs œuvres d'ailleurs, qui sont largement vendues en Chine, beaucoup même, voire au milliard en termes de ventes, à produire un animé fait par un studio japonais comme Hitori Noshita de Outcast. Pourquoi confier ça à un studio japonais ? Est-ce qu'ils pouvaient pas le produire eux en interne ? Ou juste qu'ils pensaient que le public ferait souffrir la comparaison avec un animé en disant « Oh, c'est chinois, c'est pas pareil, c'est un saupoudre », ou est-ce qu'il y a une autre raison ? Tout simplement que, à la base, les Chinois, quand ils ont voulu faire des animés, animer leur manga, ils se sont dit « Qui anime mieux que les Japonais ?» Il n'y a que les Japonais. Donc on va voir les Japonais, vu qu'ils ont le savoir-faire, ils ont la technique, ils ont tout, c'est eux qui vont nous animer nos produits. Donc on s'est tourné rapidement vers des studios japonais qui ont dit ouais, d'accord, Bloody Wars, Hitori Noshita. Donc animer nos produits, est-ce que vous êtes capable ? Bien sûr, on est les Japonais, n'oubliez pas. Donc le problème c'est que on donne ces possibilités-là à ces studios avec la somme qui est demandée aussi par ces studios. Et à la fin, on a un résultat qui nous a laissé vraiment... c'est vraiment ça le Japon Perplexe, on va être poli. Attends, on est sûr que... C'est des Japonais voilà. Et le problème, c'est qu'ils ne mettent pas autant d'attention dans un produit qui n'est pas fait pour leur marché. Si c'était un produit fait par Shueisha par exemple. Mais du coup, voilà, c'est pour ça la grosse difficulté pour les boîtes étrangères de faire quelque chose au Japon, elle est là, c'est que nous on arrive, on se dit mais ça, les Japonais vont nous le faire, ils vont nous faire un truc comme on attend et on arrive, mais c'est pas du tout le produit qu'on a demandé, c'est vraiment, ah non, vous avez vraiment fait ça au Japon? Et oui, bien sûr, mais voilà, là on parle après d'un autre tabou, c'est que le côté où qu'on va encore sous-traiter. Ah. Ouais, donc là je vais ouvrir une boîte de Pandore. Mais j'aime bien. Ce qui se fait généralement, c'est que voilà, une boîte étrangère arrive, la boîte A arrive, elle veut faire cet animé. Naruto. Non, on va en citer un parmi tant d'autres. Non, mais elle veut faire un produit qui ressemble à Naruto, donc elle va voir un studio japonais, elle dit combien ça coûte pour faire. Nous, on a un produit qui ressemble, une histoire qui ressemble à Naruto, on veut que vous nous le fassiez. Dire ça coûte, supposons, 3 millions. Vous avez besoin ? Ok, on vous donne 3 millions, vous êtes capable ? Bien sûr. Donc, cette studio va accepter ce travail.
ce studio va aller voir un studio B et va dire écoutez, nous on a un produit, ça vous dirait de bosser? Bien sûr, tout le monde veut bosser, Je veux tout le travailler, monde j'ai la veut de dalle. l'argent, tout le monde veut goûter. Donc on a un produit, est-ce que vous êtes capable de le faire pour 2 millions? Bien sûr, on est capable. Donc ce studio B accepte. Ce studio B parfois va même voir un studio C et dit écoutez, on a un produit qu'on aimerait bien faire, nous on a 1,5 million, est-ce que vous êtes capable? Bien sûr. Donc à la fin, ce qui est produit, c'est un produit qui coûte 1,5 million. Et donc, quand le studio A arrive et dit alors, vous avez fait notre animé? Oui, tenez. Et ça coûtait 3 millions, ça. Et tout le monde est là à se dire mais il y a un souci, aussi, non? ça peut pas coûter 3 millions. Et voilà, c'est des choses comme ça. C'est pour ça qu'il est très difficile de travailler au Japon avec certains studios ou bien de travailler, de faire confiance. C'est rare que c'est fait. Par exemple, si tu vas voir le studio là, c'est très rare que ce studio va faire oui, d'accord, je vais le faire en interne. On va le faire chez nous. Il faut vraiment que ça soit un projet qui plaise et que, ou bien surveiller énormément. Mais généralement, quand tu dis ah purée, ce projet Netflix, c'est chez vous qu'on le fait ou bien c'est... Et t'arrives là, mais ça n'a jamais tourné chez nous, ça. Ah bon, mais ils ont dit que c'était votre studio. Oui, mais c'est pas chez nous. Et tu comprends tout de suite que ça a été envoyé à un studio B. Voilà. Et il est là le souci, il est là de la peur. Et c'est ce qui est arrivé avec certaines de nos séries malheureusement. Et c'est pas pour les défendre pour autant, mais ça reste vraiment difficile et risqué pour une compagnie étrangère d'investir comme ça au Japon à l'aveuglette. C'est beaucoup, il y a la confiance, il y a besoin de confiance, il y a besoin de vraiment de... Est-ce qu'on peut appeler ça des erreurs de jeunesse ou de confiance en se disant évidemment. Moi, quand je vois ce qui s'est passé avec notre entreprise, je me dis, ils ont du courage quand même, les Chinois de chez nous, pour continuer ce qu'ils avaient fait après tout ça. Moi, personnellement, j'aurais pris mes clics et mes claques, j'aurais pu mis un rond au Japon, personnellement. Vraiment, si je me dis... on me l'a fait à l'envers. Ah ouais, mais je pense que ça traumatise un peu. Et pareil, il y a aussi le côté où tu avais tellement de respect pour l'animation japonaise vis-à-vis de ce que ça représentait, vis-à-vis de l'animation, vis-à-vis de cet univers, parce que quand tu vas au Japon, tu y vas parce que tu es fan aussi. Ouais. Nous en tout cas, notre boîte, nos boss sont fans d'animé, ils ont grandi avec ça, comme nous. Hein. Comme je vous dis, Lee Haolin, il a 33 ans. Hein. Wan Shin, il a 40 ans. Donc ils ont grandi avec ça. Donc quand eux, ils arrivent avec leur argent et qu'ils mettent leur argent à eux aussi, et qu'à la fin, ils font... C'est vraiment eux, les Japonais, qu'on a adorés. Il y a un problème, derrière, les gars. Derrière, c'est vrai que ça scie les pattes, quoi. Pas que ça dégoûte, mais on fait plus attention. On fait attention. Maintenant, tu leur montreras Broly, tu fais regardez, même pour eux-mêmes, c'est plus que c'était il y a 40 ans. Hein. Dis pas ça, mais il tu faut sais voir pas. Broly, il y a du bon, il y a du mauvais, comme je veux dire. Mais je parle, si tu veux, DB Super. Alors moi, DB Super, j'ai vu des épisodes, je trouve que c'est pas très beau visuellement. Ah bah il y a beaucoup d'épisodes, hein. Il y en a beaucoup, on peut prendre, on peut jeter. Après, tu leur montres 2-3 épisodes de DB Super, tu fais regarde, même chez eux, c'est plus que c'était. Et je peux te dire que le mec en face de toi, quand il te dit ça, il est honnête, hein, parce que vu sa collection... Cobb c'est très bien. Mais comme je disais aussi dans la dernière interview, on peut aimer des choses, en détester d'autres. Il y a plein de fans, on est fan de plusieurs choses différentes. Mais voilà, après, c'est vrai que ça reste toujours un pari risqué de faire quelque chose au Japon, quoi. Il y a quand même un truc en fait dans cette histoire, parce que en fin de compte, juste pour cet animé qui est Hitori no Shita, c'est quand même un énorme titre en Chine. C'est un des plus gros titres. Et là, en fait, la question sans maintenant enfoncer le studio japonais responsable d'eux, mais ils n'avaient pas conscience de ce que c'était, vraiment pas, de l'ampleur du truc. Pour être honnête avec vous, les Japonais ne savent rien de ce qui se passe à l'étranger, en général. Oui. Vraiment en général, tu leur dis par exemple, il y a quoi qui marche en France, il y a quoi des gros succès français, je sais pas, tu vas parler de Titeuf. Voilà. Non, mais c'est la question qu'ils viennent nous poser à chaque fois qu'ils viennent ici, c'est quoi qui marche chez vous C'est quoi qui marche chez vous, c'est quoi, tu leur dis Ladybug, Miraculous, même ça ils connaissent pas, tu vois, il y a des choses où ils ont pas forcément le temps, peut-être parfois pas l'envie de se renseigner des choses. Un syndrome insulaire qui est ancré un peu. Ils ont même parfois même pas le temps de regarder leurs propres trucs. Il y en a beaucoup, tu leur dis ah ben non, je regarde pas les animes, j'ai pas le temps, je lis pas de manga, j'ai pas le temps, je joue pas au jeu. Je fais purée.
ok. Mec, t'es sur place, Mais quoi. c'est vrai que c'est différent. Et Itori no Shita, je disais, c'est quasiment un des mangas les plus populaires en Chine, mais vraiment, vraiment, vraiment. On est sur du million, du milliard même. Ouais, mais c'est pour ça, ouais. Donc, c'est pour ça que quand la saison 1 est sortie, que les Chinois ils se sont plaints, ils ont dit c'est ça le Japon. Oui, parce qu'eux, ils attendaient vraiment quelque chose de haut, Ils quoi. attendaient quelque chose de haut, parce que c'est comme si on disait, bah voilà, c'est leur Naruto à eux, quoi. Ouais. Donc, ils ont été déçus direct. Donc, c'est pour ça que, après, le directeur a dit, ouais, tu sais quoi, pour la saison 2, on va la faire nous. On va s'en occuper nous-mêmes. Et d'ailleurs, la saison 2, qui est sur Crunchyroll également, on voit directement que la qualité, c'est pas la même. On voit Ouais, directement, ça tranche. quoi. Ah ben oui, c'est pour ça que derrière, eux, ils sont là, comme on disait, ils ont tiré des leçons, mais ils se disent, bon, au final, tu vois, est-ce qu'on a vraiment besoin des Japonais ? Oui, c'est ça la question. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin des Japonais ? Est-ce que c'est pas plus les Japonais qui ont besoin de nous ? Et du coup, c'est pour ça que ça a créé un changement dans l'animation, dans l'industrie actuelle. C'est que la Chine investissait beaucoup au Japon et ils se sont rendus compte que, en fait, en Chine, ce qui devient populaire, c'est ce qui est chinois. C'est con, hein, mais Les productions internes. les productions internes, les gens kiffent et les gens adorent vraiment les séries chinoises qui sont faites aussi pour leur marché et qui les gens comprennent, ils ont un affect et ils protègent aussi ça. En fait, ils sont assez chauvins là-dessus. Et moi, ça me dérange pas parce que je suis assez chauvin avec ce qui est français. Moi, je serais content aussi que en France, quelqu'un qui fait un truc, les gens le suivent, tu vois. Ouais. Donc, Au Japon, ils sont chauvins aussi. voilà, donc on peut pas leur reprocher ça. Et donc, en Chine, ils ont remarqué que leur série était populaire. C'est pour ça qu'ils se sont dit, à quoi bon investir dans les trucs japonais au final ? Si au final c'est les trucs chinois qui sont populaires, autant faire des trucs chinois. Et ça c'est pas un truc qui viendrait à l'esprit des Coréens, par exemple ? Non, parce que les Coréens n'ont pas encore on va dire, ils n'ont pas encore le know-how de comment aller après diffuser la chose, qui voir, qui contacter, comment produire, comment se populariser. Les Coréens sont très forts pour faire des produits 3D. Pour enfants, il y a des séries pour gosses qui cartonnent sur YouTube. Et c'est fait par des Coréens. T'as dit Ladybug, de toute façon, c'est une coprod, mais c'était d'abord diffusé en Corée. C'est ça, et ils n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient aussi se mettre en avant, qu'ils pouvaient créer du contenu à eux. Ils ont les manhwas, les manhwas coréens qui ont cartonné en France. Il y a eu l'âge d'or du manhwa coréen. Une autre époque, une autre société. Mais on se dit, il y a les webcomics coréens qui cartonnent. Ça aurait été sympa aussi que eux produisent quelque chose. Il y a une noblesse qui a été fait, justement une noblesse. Un épisode a été fait par Production IG. Ils ont cru en ce manhwa. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui a suivi. Or, si, ils ont fait un épisode 2 fait full en Corée, mais que doublé en coréen. Mais pareil, ça n'a jamais été exporté. Donc, en fait, il faut que les gens mettent en place des systèmes, chaque pays mette en place son système pour se développer, pour se populariser à l'étranger. Et la Chine commence à le faire, la Chine découvre à peine, et déjà leur marché leur suffit. Donc techniquement, ils n'ont vraiment pas besoin de l'étranger, mais moi je pense s'il y a un truc qui est intéressant en Chine, et que ça pourrait être intéressant pour les Français de voir, ou bien des Américains ou des Japonais, c'est bien aussi d'exporter ces choses-là. Et surtout le savoir-faire, la technique, et maintenant... l'animation chinoise, ça devient vraiment, vraiment quelque chose de très intéressant. Et moi, je garde un œil très, très près de ce qui se fait là-bas, quoi. Parce que je pense vraiment que le futur de l'animation, partiellement, il vient par la Chine. Ouais, il viendra de la Chine, quoi. Ok. C'est des taux ? T'as une question bonus ou pas ? Alors j'ai une question bête, mais je suis pas sûre à 100% de ma question. Elle est bête, vas-y, pose-la. Dans le petit jingle d'Outliners, je crois qu'on voit un dessin de Range Murata. Est-ce que je dis une bêtise ? Exactement. Et du coup, je me demandais quel était le lien entre Outliners et Range Murata. Murata Renge, à l'époque, quand on avait fait le jingle de Emon, on avait demandé à plusieurs artistes de travailler dessus pour faire un petit jingle. Donc il y avait Murata Renge, et Asada Hiroyuki, donc de Tegami Bachi, Letterby, c'est ça ? Oui, Letterby, tout à fait. Letterby qui est dessus, il y avait Kobayashi Osamu aussi qui était dessus. Donc on a demandé à plusieurs artistes de mettre leur touche, de faire quelque chose afin de créer un petit produit comme ça. Ces artistes-là qui avaient aussi travaillé sur certains de nos produits, malheureusement qui sont restés au stade de pilote. Et voilà quoi, donc on avait travaillé avec ces artistes-là pour certains de nos projets. D'accord.
Thunder, une question? Bah moi, je Non, pense là qu'on a t'es bien. fait le tour. Je trouve qu'il a bien conclu par. Ouais, mais j'ai pas fini moi, c'est pour ça. Il Fais-toi nettoie le plaisir terrain pendant que je pour, suis faire encore la là. touche finale. Non. Justement, c'est ma question qui conclut quelque part. Nordine, quel est pour toi l'avenir de l'animation japonaise tel qu'on l'entend? Alors, après des années difficiles, est-ce que tu penses qu'elle va rebondir ou s'écrouler et repartir sur une nouvelle base? Est-ce qu'on a besoin de tout détruire pour tout recommencer? Parce qu'il y a des animateurs qui nous avaient dit que les problèmes qui sont maintenant datent d'il y a plus de 10 ans. Si les décisions avaient été bien prises, enfin, certaines décisions avaient été prises, ils n'en seraient pas dans cette galère actuellement. Ben, moi j'aurais tendance à dire il faut tout détruire pour tout reconstruire, mais voilà, je l'avais dit tout à l'heure que je voyais que j'étais assez pessimiste sur le futur d'animation japonaise. Après, voilà, je souhaite ça pour que ça recrée un engouement vers l'originalité, parce que je me dis que dans le fond, si on arrête de faire des produits pur marketing, produire des animés marketing, et on voit que ça marche pas, ben, toutes les personnes qui sont là uniquement pour marketing, ben, elles partiront parce qu'il n'y aura plus de sous dans l'animé. Et il restera au final que les passionnés de base, ou que les gens qui veulent faire quelque chose, qui veulent transmettre un message, eux resteront parce qu'ils aiment l'animé à la base. Ils sont là pour ça, ils ne sont pas forcément là pour l'argent. Donc moi je pense vraiment comme ça. Après, on est revenu beaucoup sur ce sujet-là, c'est la place des étrangers dans l'animation. Je pense que ça va grandir de plus en plus. Francis Connection, dont je fais partie, bon, je suis le côté un peu business, côté production, généralement c'est beaucoup des animateurs. Ces personnes-là sont en fait ce qu'on pourra dire le futur de l'animation. Parce qu'ils viennent, ils sont passionnés, ils veulent faire des choses, ils sont motivés pour faire du changement, pour apporter leur touche, leur technique. Donc je pense qu'avec le temps, les futurs animateurs qu'on suivra et qu'on aura plaisir à regarder, bah, je pense que ça sera beaucoup des étrangers. Et j'espère vraiment, moi je soutiens énormément toutes les personnes qui veulent faire quelque chose dans l'animation, qui ont du talent et qui essayent de le mettre en avant. Ça me fait toujours plaisir de voir des Français. Par exemple, je vois il y a Mehdi, Ken, Eddy, Yann, Saïna, Thomas, Romain, Christophe et même Cédric et autres qui ont bossé sur différents projets japonais. Donc, par exemple, Mehdi, Ken et Eddy qui ont bossé sur le dernier Dragon Ball, qui bossent sur d'autres projets que je peux pas annoncer encore. Mais ça fait toujours plaisir de voir que, en fait, la place des Français, des étrangers, devient de plus en plus importante. Et j'espère vraiment qu'on leur donnera de plus en plus de possibilités ou bien de positions élevées dans la production pour que j'espère un jour que les Japonais disent les étrangers là ils sont vraiment bons, je les veux dans ma prod, je veux que ça soit lui mon réalisateur, je veux que ça soit lui mon character designer ou autre, pour qu'ils nous reconnaissent enfin. Donc c'est mon souhait, donc pas forcément que français oui parce que je suis français aussi, mais comme je dis, il y a de la place pour tout le monde, que ce soit les Américains, donc j'envoie un message à The Art Studio, donc Henry et Arcel aussi, mais aussi pour les Chinois, ce que fait Studio Line, c'est exceptionnel, on l'a vu dans To Be Hero et To Be Heroine, des jeunes qui bossent dessus, il y a des Indonésiens, des Malaisiens, des Canadiens, et d'ailleurs c'est eux qui ont fait l'épisode impeccable dans Boruto, l'épisode qui a été hyper populaire. C'est pas des Japonais, monsieur, c'est des Chinois, c'est des autres, c'est des Indonésiens, il y a un peu de tout, donc c'est... Peut-être ce que vous apprécierez, c'est pas forcément un japonais qui l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il faut rester open et donner la chance à ces étrangers. Donc, j'espère que eux changeront la donne. Donc notre question, qui était celle du début, l'animation japonaise existe-t-elle toujours? J'espère qu'on parlera juste que d'animation. Ouais. Parce que le jour où prenons le cas de DBZ, si je le dis tout le temps, c'est que si demain DBZ est fait par un staff full français, est-ce que DBZ ça sera un animé japonais? Et même si je vais pousser les vis, si c'est fait au Japon mais par un staff qui est full français, est-ce que c'est encore un animé japonais? Ça sera un animé japonais, pourquoi? Et si c'est fait en France, pareil, par un staff full japonais, est-ce que c'est difficile, c'est très difficile. C'est pas la localisation qui décide. Voilà, il faut plus trop se poser des questions sur qu'est-ce qu'un animé japonais, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est animé chinois, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Si C'est les flou. gens, C'est flou. Une question de thématique. Enfin, moi, je conclurai sur ça. Mais par exemple, tu parles de BD franco-belge ou de comics américains. Tu as des fois des Français qui viennent bosser sur du comics américain. On dit pas le comics devient français parce que c'est un genre qui a une narration, des codes qui lui sont propres. Donc, même si un jour on se retrouve avec un staff qui est 100% international et il y a peut-être 2 Japs, si la méthode de fabrication, de pensée, il reste quelque chose un peu de ce que les Japonais ont créé. Pour moi, ça reste un animé japonais dans les faits. dans la méthode de production. Dans la méthode de prod. On revient là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur Le staff. qui, où. C'est-à-dire qu'un comment on l'a un fait, japonais quoi. viendrait dessiner un tome d'Astérix, si je vois qu'il se met à fond pour avoir une mise en pâte franco-belge, s'il fait du manga, c'est un manga. Si vraiment il essaye de faire un album en couleur avec des planches à la manière franco-belge, je peux pas dire que c'est pas du franco-belge, c'est du franco-belge parce que c'est un genre pour moi. Quand tu parles d'animé japonais ou de manga japonais ou de franco-belge, C'est un genre, c'est des genres et des styles très précis. Ouais. Mais après, voilà, c'est Boichi, je crois. Boichi est coréen. Oui. Ouais. C'est ça. Mm. Et plein de gens le savent pas. Hein. Voilà, Mm, plein de gens c'est le vrai. savent pas, mais voilà, tu vas pas dire, écoute, Dr Stone, c'est coréen. Non, Ils vont c'est pas pas être vrai, contents. tu Ils vont mens. pas être contents, Shueisha. C'est terrible. Ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis, c'est des débats de l'époque, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, si le produit te plaît, qu'il soit chinois, qu'il soit français ou autre, tu t'en fous, regarde, kiffe. On n'a pas le temps pour ça. Si ça te plaît, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est très difficile de... Comme je disais, il y a une grey zone au Japon, même eux ne savent plus définir qu'est-ce qu'un animé japonais. Ouais, mais On en est- fait, je reviens au vieux fantôme du sectarisme. C'est-à-dire que, Ouais. par exemple, les gens vont kiffer un animé à l'écran, et à la fin, on va leur dire, tu vois, tous les crédits que t'as pas su traduire parce que c'est pas écrit dans ta langue, et la plupart sont vietnamiens, chinois, philippins, et faire, ah bon ? Alors que 2 minutes après, où ils ont vu un truc, où ils peuvent identifier que c'est un animé fait par un studio chinois, ils vont faire, ah c'est pourri quand même. Hein. D'ailleurs, Ah oui. On a souvent le cas. nous. on parlait de lire les génériques. C'est vrai, quand il y a des noms japonais, si vous lisez pas le japonais, ça peut vous sembler compliqué, mais il suffit d'aller sur des sites d'information, genre Anime News Network ou MyAnimeList, pour trouver la liste complète des staffs ou des studios qui vont travailler. Donc normalement, vous pouvez vous-même vous renseigner là-dessus en Il faut aller le profondeur. chercher, ça. C'est vrai, après... Tu cherches série, tu mets Ouh là là. staff ou quoi, tu C'est- regardes, c'est très simple. Et après, oui, voilà, il y a un truc que j'aime bien aussi expliquer, c'est que au Japon, il n'y a pas ce débat. Hmm. Parce que, en fait, dans le mot seisaku, donc production, il y a 2 kanji pour écrire seisaku. Il y a le seisaku, c'est-à-dire la production des dessinateurs, les animateurs, et il y a le seisaku, le même mot, donc, qui est traduit à chaque fois production, par production, qui est le mot producteur dans le sens financier. Donc, les étrangers, quand ils voient Animation Production, studio de production, c'est tel studio, donc c'est par exemple c'est Emon, donc on dit c'est chinois, donc c'est fait en Chine. Je fais faute, erreur. C'est fait à 100% au Japon. Ah bon, mais vous êtes chinois? Bah non, cet anime est fait à 100% au Japon. Donc les Japonais, eux, le voient, le comprennent, parce qu'ils disent le kanji, évidemment, pas nous. Mais les étrangers, franchement, dans 90% des cas, ils se trompaient à chaque fois. Ils me disaient, ouais, mais votre anime, de toute façon, c'est fait en Chine. Je fais, ben non, encore une fois, faux, celui-là, il est fait à 100% au Japon. Tiens, par contre, celui-là, ça se voit que c'est fait au Japon. Ben non, faux, celui-là, il fait 100% en Chine. et tu te dis, eux, à chaque fois, ils me disaient des séries. Je me dis, tiens, cette série, c'était fait. Ça se voit que la qualité, elle est meilleure, ça se voit que c'est fait au Japon. Ben non. Non, c'est fait en Chine. Ça, c'est fait en Chine. Putain, t'es pas bon, mec. Donc, c'est au pif quoi qui donne. Je leur dis mais c'est ce qui est quoi vos dommage, c'est critères que la traduction, généralement en anglaise, elle est souvent fausse Fausse parce ou que floue, sur ouais. ce mot seisaku, tout le monde, les journalistes, les gens se trompent. Mm. Et donc c'est pour ça qu'il est primordial de remettre les choses, de redire les choses au clair quoi. Et est-ce que tu aurais un animé à recommander justement qui est produit par soit des Chinois ou enfin des origines inattendues où les gens, tu as eu l'impression qu'ils ont eu une critique genre c'est fait par des Chinois, je veux pas le voir ou quoi, et tu penses qu'il a été sous-estimé, que tu aimerais recommander aux auditeurs pour passer cette Même soit passer leurs corporate, hein. préjugés. Voilà, c'est le moment. C'est le moment promotion. ok. Bah vas-y, Moi, chez nous, il y a si c'est justifié. vraiment. Moi, je suis très difficile, comme le sait très. Je suis très difficile dans chiant comme l'animation. mec. Je suis collectionneur C'est déjà un dans relou, un premier temps, donc je suis les carnets dans son placard. Très difficile. Mais de nos séries, moi, j'ai 2 animés de Emon. Je parle déjà de Tubihiro. Comme je disais, j'aime bien ce qui est original. Donc Tubihiro est vraiment original.
Ça parle beaucoup à des gens de mon âge qui sont dans la trentaine, ou bien des nouveaux pères et autres. Mais comme je disais, il faut vraiment le regarder jusqu'au bout pour comprendre vraiment l'histoire. Parce que si tu regardes le premier épisode, le troisième, autre, tu comprendras vraiment pas l'histoire. Et To Be Hero, je le conseille. To Be Heroine aussi, c'est la même chose. C'est des choses qui s'apprécient uniquement quand on a vu la fin, parce que c'est là qu'on comprend les choses. Et c'est court, ça se regarde très rapidement. To Be Hero, ça s'enchaîne, c'est en 2 heures. Vous avez bouffé la série. Et honnêtement, tous ceux qui nous regardaient jusqu'au bout, ils ont adoré. Après, ce qui se fait en Chine, je conseillerais encore... malheureusement, c'est pas disponible pour international. Ça s'appelle King's Avatar, Shuanji Gaoshi, King's Avatar, qui est une histoire sur le e-sport et qui avait fait beaucoup parler d'elle. C'est dommage qu'elle n'ait pas été exportée, mais ça aurait été très bien. Je pense que le type d'anime et les sujets le qui sujet auraient est hyper fort cartonné. aujourd'hui. C'est fou que ça n'ait pas été pris à l'étranger. Ouais. Parce que... Et c'est vraiment dommage. Donc c'est le genre de série que je recommanderais aux gens pour la Chine. Après, est-ce que je parle du Japon ou que de la Chine? non, je c'est me toi ce qui te demandais, plaît, hein. t'avais l'air de dire que t'étais très exigeant en animation ou quoi, donc t'as peut-être des séries emblématiques ou des choses que tu peux recommander au-dessus de tout. DBZ ton ne petit fait coup pas de cœur. partie de cette demande. Difficile. Qu'est-ce que je... Ouais, je consomme beaucoup d'animes, donc, mais est-ce que j'en recommanderais? Made in Abyss, j'avais vraiment apprécié cette série. Vraiment, c'était un bon coup de cœur et l'animation était propre, c'était beau. C'était Kinema Kitrus qui faisait ça, qui a fait vraiment un beau projet, un beau truc. La musique était bien. Je sais pas, ça m'avait parlé. D'ailleurs, la musique était composée par un Américain. Enfin, je vais pas te dire de bêtises, mais c'est un orchestre, quelqu'un qui avait un nom anglophone. Enfin, c'est vraiment pas un... Il me semble que c'est pas un japonais qui s'en est chargé. Donc... Il y avait un orchestre qui avait fait des choses. Et après, je sais pas si c'était Maya Sakamoto aussi qui participait, mais je sais pas si elle faisait que doublage ou autre. Si elle a fait l'un, elle a pas fait l'autre, de ce que j'en sais. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Après, pour 2019, il y a des séries que j'attends. J'attends beaucoup l'adaptation de Vinland Saga. J'espère vraiment que ça va marcher, bien sûr. Après, J'espère que ça sera pas une 3D dégueulasse. C'est censé être normalement, en 3D c'est 8 Studio, donc je donc c'est pas pense que censé, ça promet quand même de la qualité qui reste sympa. Ouais, Donc, mais il peut y en avoir, mais il faut juste qu'elle soit pas dégueulasse. Voilà, maintenant. Dernièrement, j'ai vu des ours tout plats. Tu parles de Golden Kamuy? Je n'ai rien dit, c'est pas moi. Non, mais Golden Kamuy, au-delà de ça, c'est vraiment une très bonne série. C'était Non, une que c'est j'attendais génial. énormément. Tu Ouais, vois, ouais. je recommande aussi Golden Kamuy. Passer l'animation, l'histoire est vraiment cool. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut pas lire le manga à ce moment-là? Aussi, mais après, il y a des gens. T'attendais qui pas regardent les mangas. le successeur de Hokuto no Ken non plus. C'est méchant. Très difficile. C'est là que tu vois qu'ils sont copains, parce que ça sent, ils en ont parlé un soir à Shinjuku dans un bar. Et là, il a attendu. Il rebalance les Il dossiers. a attendu 3 mois qu'ils viennent. Bon, tiens, allez, je vais te sortir ce truc-là. Déjà, il en profite. Ça, c'était une spéciale Kobito Strike, tu vois. Voilà. Dans un animé, il t'aurait mis KO. Après, il y a beaucoup de choses qu'on va regarder que je vais apprécier, non pas par l'animation, parce que voilà. Vaut mieux pas pour celui-là en tout cas. Et pour l'histoire, pour la beauté, le design, des fois, il y a juste l'opening. L'opening me donne envie de regarder. Ça, c'est notre grand truc avec Cédéto, on le dit. Des fois, il y a des animés. Les openings, c'est juste des openings œuvres sauf d'art tout, en quoi. elles-mêmes. Ouais, un opening sauve tout, et donc on regardera pas forcément l'animé, mais on s'en souviendra pour son opening et la mise en scène de son opening. C'est pour ça que j'espère que nos animes, au moins si vous n'avez pas apprécié l'opening, c'est peut-être cool, regardez. Non, mais moi j'aime bien les gens qui sont honnêtes, qui apprécient ou qui n'apprécient pas, c'est toujours une question de goût. Voilà, il y a des séries qui méritent. Par exemple, il y en a une que je regarde actuellement que j'apprécie, qui est assez vieille, qui s'appelle Karakuri Circus. Oh. L'adaptation, la nouvelle. La nouvelle adaptation. Et elle marche pas des masses. J'avais adoré Ushio et Tora les 2 saisons. Ça m'a fait plaisir de retrouver des trucs à l'ancienne, remis au goût du jour. Mais bien fait. Voilà, mais Karakuri Circus, ça va encore. Mais voilà, c'est dommage que ça marche pas tant que ça, mais je m'y attendais aussi. Mais voilà, c'est des petits trucs que je peux conseiller. Comme Jojo aussi actuellement. Putain, ils ont ressorti Muyo et Roji quoi. Voilà, mais pourquoi? Alors ça Muyo et Roji, c'est inconnu quoi. C'est genre ça, personne n'en a parlé. C'est sorti en manga chez Kana, mais personne s'en souvient. Déjà, très fort. personne se souvient du manga. Voilà. Et j'aime beaucoup Saiki, donc j'attends vraiment la suite quoi.
Ah bah, ça peut être sympa. Ça y est. Non, mais t'as pas l'impression qu'on nous fait de l'animation dans des très vieux pots et qu'on te resserre ça J'avoue version que là, vu les 2018. derniers cités, c'est quand même vraiment que des Voilà. Moi, j'attends ouais, mais- Dororo, donc Ben, c'est ça, après, c'est le gros animé de la saison. C'est le gros pour pot moi. là, hein, quand Bah même. ouais, mais ça me semble être le truc le Ouais. plus foufou de cette saison. il y a... Oui, après, c'est vrai que... Il y a des voilà, attentes. il y a des attentes un peu, mais... Il y a beaucoup d'annonces en même temps qui sont faites, mais après, Aussi. faut voir arriver le truc, de dire, bon, bah oui, ça, c'est bien, ou si ça me plaît. Je sais pas si on peut dire ça, c'est bien ou pas bien. Disons plutôt, est-ce que ça me plaît? Il y a des gens qui trouveront ça génial ou dégueulasse, ou voilà. Mais je pense que l'animation, c'est comme tout, hein, c'est une affaire de goût. Voilà. Après, t'arrives à mettre des gens unanimes sur un truc, bah tant mieux, mais c'est pas gagné. Hein. Mm. Positivement ou négativement d'ailleurs. Mais j'ai un ami, moi je finirai en tout cas moi sur ça, qui a dit sur Twitter aujourd'hui, c'est incroyable, les gens savent que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais ils n'ont toujours pas compris que leur avis n'était pas absolu. En gros. Quelle Voilà. drogue a-t-il pris Mais après, voilà, il y a beaucoup de chances, de timing, il y a des facteurs que personne n'arrive à saisir. Il y a des succès qui se font dans des pays qui se feront jamais dans d'autres. Moi, juste pour terminer, Ouais, vas-y. à chaque fois, on me disait oui, mais tu vois, vos animes, ils sont pas top en animation. Parlant des premières séries. Oui, mais voilà, tu vois, maintenant c'est une combat, faut avoir un truc top. Je leur fais. Tu sais, c'est quoi l'animé de 2017 qui avait cartonné? Kemono Friends. C'est vrai que ça. Est-ce que tu as vu Kemono Friends? Non. Ben voilà, c'est un des plus gros succès au Japon, c'était Kemono Friends. Donc va regarder et dis-moi après si l'animé et l'animation fait tout. Donc voilà, maintenant Ou le quand on me dit scénario, ouais mais ou, ouais, le graphisme, voilà pour vos Kemono séries, Friends, vos séries c'est ça, je refais Kemono Friends. Kemono Friends, donc tu sais pas, et pareil, il y a un autre truc, les gens comparent une série avec une autre sans forcément connaître les budgets. Ah bah, les budgets, le temps de production, ça varie. Donc d'une série à l'autre, on peut pas comparer, on peut pas s'amuser à comparer un budget de l'attaque des Titans avec le budget de Kemono Friends. Comme tu disais pour Disney, les Oscars, voilà, il y a une différence telle que forcément Voilà. il y a une distance qui existe. Ouais, les gens ils vont dire ouais mais regarde ton anime par rapport à ça, par rapport à telle production, c'est quand même pas pareil. Ah ouais, c'est pas pareil. Ouais, tu sais, on n'a pas mis le même budget. on n'a pas mis le même budget, on joue pas dans la même cour. Après, le truc est peut-être déjà beaucoup plus intéressant à la base, tu vois. Moi, je suis réaliste, hein, c'est pas parce que je travaille chez Emon que mes séries, c'est les meilleures du monde. Hein. Je le dis toujours, hein, je suis fan comme vous. Je suis exigeant. Je suis très exigeant. Je suis le premier à dire à nos chefs c'est quand même pas top ça. Et on pourrait quand même améliorer ça, faire ça. Il dit pas bête ça. Mais il faut savoir le dire, il faut savoir le faire, il faut savoir être honnête et réaliste. Expliquer. Et expliquer, ouais. C'est pas juste hiter comme un vieux dans son coin. Bah oui, il faut des arguments Non. d'ailleurs. Faut toujours avoir des arguments. Donc c'est pas le but de faire une critique, c'est derrière il n'y a pas d'argumentaire. Le débat n'est pas intéressant et d'ailleurs il n'y a même pas de débat à faire. Et bien, merci Nordine d'avoir fait un crochet à MangaCast Il y a avant pas de de quoi. repartir à Il n'y a Tokyo. pas eu trop de pièges. Hein. Non, ça va, ouais, on n'a pas été en mode salaud et puis on a quand même fait quasiment 2 heures hein, sur le sujet. D'ailleurs, nous vous en profitons pour remercier nos partenaires que sont www.mangamag.fr, le site de l'information et de l'animation du manga. Les Images Dérisoires, éditeur spécialisé dans les tirages d'art numérotés et signés, et la librairie Ayaku Shop, située aux 4 rue Dante dans le 5e arrondissement de Paris, avec www.ayakushop.com. Nous nous quittons sur l'opening theme de To Be Hero, que Nourdine vous a vivement conseillé à regarder. Parce que Regardez To Be voilà, donc c'est Aineo Koyo, comment le theme oh, j'arrive même pas loin. Koyo. Ouais, Aini Koyo par Bratz. C'est une série disponible intégralement sur crunchyroll.fr et nous nous retrouverons dans très peu de temps pour l'Omake dans le mois de janvier qui devrait être assez court pour nous et pour vous. Donc on vous dit à très bientôt, on vous kiffe, on vous fait des bisous et puis allons-y à la raison, dites au revoir les enfants. Et ben au revoir. Au revoir, Salut. salut, Au revoir tout le monde. ciao, Merci. merci. À vous.